Bien. Donc on prend l'antenne sur YouTube, bienvenue à tous, avec un petit générique que mes équipes ont concocté qui lance sur YouTube le troisième live de l'événementiel. C'est parti. Bien, bonsoir à tous. Bienvenue aussi aux youtubeurs qui nous écoutent à distance. Donc c'est le troisième live de l'événementiel, le magazine que nous avons racheté au groupe Havas il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et là, vous allez assister à un magazine vivant parce que l'événementiel, il est partout aujourd'hui. Il est dans les médias, il est sur les territoires, il est en politique, il est dans le sport. Il est dans le business, c'est partout l'événementiel, c'est pour ça qu'on a créé ce live de l'événementiel. Mais derrière tout ça, il y a aussi une équipe, et j'aimerais qu'on les applaudisse. Donc le directeur de la République Event, c'est Pierre-Nicolas Combe, on l'applaudit. Ensuite, la rédac chef de l'événementiel, s'ils étaient éclairés, ce serait mieux, Pascal Bazillet. Ensuite, nous avons la directrice commerciale de République Event, c'est Marie Durand. Et puis, nous avons deux chefs de projet brillantes, jeunes, intelligentes, efficaces, Faustine Rouleau et Anouk Fromentin. Alors ce soir, on a un plateau sympa, je vais vous les présenter. Je vais commencer par ma gauche. Est-ce qu'il passe à l'image là? Est-ce qu'on l'a à l'image? Donc lui, c'est la personne à gauche, ça c'est le pape de l'événement B2B. Eh oui, c'est le patron de la com, vice president du groupe BPI. Et vous savez, BPI c'est énorme, j'aimerais qu'on l'applaudisse, c'est Patrice Béguet. À ses côtés, nous avons la diva du sponsoring sportif, directrice générale de Sportsora. Et comme vous le savez, la France va être au cœur de plein d'événements sportifs, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques. Et bien, grâce à elle, on va en savoir un peu plus. C'est Magali Tesna, directrice générale de Sportsora. Et puis, comme vous le savez aussi, bien, pour faire des JO, pour faire des événements culturels, voire même des conventions d'entreprise, il faut des lieux. Et bien lui, il est directeur général de, vous savez, le POPB. Ben, c'est devenu l'Accor Arena. Et ça va être aussi un Adidas Arena.
qui va exister pendant les Jeux Olympiques 2024. C'est le directeur général Nicolas Dupeux, on peut l'applaudir. Et puis c'est la présidente de Énergie Global. Alors tout le monde connaît Énergie. Énergie fait énormément d'événements, notamment des événements pour les marques. Et donc c'est elle qui dirige tout ça. C'est Céline Chambaudry. On peut l'applaudir. Sur ma droite, là-bas, nous avons le DG des plus anciens magasins parisiens. Vous savez ce que c'est le plus ancien magasin parisien, monsieur? Le Bon Marché. Non. Madame? C'est le printemps. C'est le printemps, bravo. On applaudit Olivier Schaeffer. Et puis on a invité le roi du sushi. Ce gars-là, il a créé sa première boîte à 18 ans, tout juste arrivé du Maroc. Il a créé un empire. C'est le président fondateur de Planet Sushi, c'est Siben Enser, on peut l'applaudir. Et puis j'ai invité, j'aimerais qu'elle soit à l'image, la ministre des Achats. Elle est directrice des achats de Covea. Vous savez, c'est un assureur énorme. Hein. Elle prépare des appels d'offres dans l'événementiel. C'est pour ça qu'on l'a invitée ce soir. Et puis elle est présidente de l'association des directeurs achats. C'est Sylvie Noël. On peut l'applaudir. Alors, tous ces acteurs qu'on vous a présentés, eh bien, ils organisent, ils communiquent, ils achètent, ils consomment de l'événementiel. Et on va voir comment. J'ai plein de questions un peu tordues. Non, je plaisante, bienveillantes à leur poser. On va commencer tout de suite avec Patrice Béguet. Alors, Patrice Béguet, alors lui, il n'est pas devenu directeur exécutif communication de BPI à 18 ans, c'est bien plus tard. C'est ça? Je te réponds oui, non. Ah oui, tu peux t'asseoir. Tu peux te détendre. Non, je préfère être debout. C'est vrai? Ouais. Déjà, il commence à m'emmerder. Ouais. Depuis 88, c'est dur. Alors, regardez derrière ce qu'il fait. C'est vrai que tu es un peu le mec qui a réinventé le B2B en France. Parce qu'il y avait le salon des entrepreneurs, des trucs comme ça, mais c'était un peu poussiéreux. Toi, tu as foutu le souk là-dedans, non? Oui, en fait, quand on a créé BPI France, ça remonte maintenant à 10 ans, ça va faire 10 ans là au mois de décembre. C'était une idée qui était dans le programme du président Hollande, Oui. Et qui avait été lancée par son conseiller économique, qui s'appelait à l'époque Emmanuel Macron. Oui. Donc, créer la Banque publique d'investissement, qui permettait en fait d'accompagner les créateurs d'entreprises, les startups, les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes. Et en fait, on m'a dit au départ, c'était Ségolène Royal, vous vous rappelez, qui... Oh, il ne faut pas rire. Qui était, que des dinosaures dont tu Non, qui m'avait dit, vous me faites une marque bleu, blanc, rouge, regardez. Oui. Voilà, elle est devenue jaune, elle est devenue très, pas B2B, B2C, je pense que tout ça, ça ne veut plus rien dire. Elle est devenue très humaine. Oui. Mis l'humain au cœur de tout. Et c'est pour ça qu'on est allé lancer ce grand Big Tour qui a touché, grâce à nos 200 médias partenaires et à nos 300 partenaires financiers. Énergie était dans le coup? Toujours, Énergie, Oui. toujours avec nous. Ils t'ont demandé de l'argent ou pas? Comment? Non? Non, on leur a demandé de l'argent. Ils en ont mis? Toujours, Jean-Paul. C'est beau? Merci. Parce que la question, quand on voit tous ces événements, on se dit comment tu les finances, quoi, finalement? Mais je te dis, c'est Oui. tous nos partenaires, 300 partenaires qui ont été là. Alors, il y avait des petites entreprises, des PME, mais on leur a dit, mais un jour, vous pouvez devenir grand, rentrer Oui. dans la... Et puis, à côté de ça, vous avez les grands groupes français qui étaient avec nous du 440. Pourtant, Planet Sushi n'y était pas. Ouais, Sibène, alors, mais prenez on un s'est micro, parlé tout Sibène. à l'heure, on s'est parlé tout à l'heure. Sibène, prenez un Il y micro. a un très beau contrat pour 2023. Comment ça se fait? J'espère. Oui, oui, c'est bon. Je sais pas encore, on m'a pas appelé, j'attends. Ouais. Voilà, Ouais. On se connaît, on va se revoir. exactement, exactement. Alors, le but de ces événements, c'est quoi? C'est de créer du lien, c'est de créer des vocations. Où en sont les Français par rapport à ça? Parce que je sais qu'il y a quelques années, on avait fait des sondages et la plupart des Français voulaient être fonctionnaires. Donc toi, tu es en train de bouger tout ça. Toi, tu leur dis non. Moi, je ne crois pas au pessimisme. Oui. D'accord. Et on a 4 volets qui sont très importants chez nous. C'est 4 valeurs, en fait. On est vertébré par des valeurs. Il y en a 4. 1, c'est la simplicité. Oui. 2, c'est la proximité humaine. Et ce que tu fais ici, c'est formidable. Et la volonté et l'optimisme. Il y a des entrepreneurs ici qui ont monté Ils sont proprement tous leur boîte. Voilà. entrepreneurs. Non, ils ne sont pas tous entrepreneurs. Ouais. C'est ce que c'est la volonté et l'optimisme. Ouais. Tu le vis au quotidien et dans les moments difficiles, on va vivre des moments très durs dans les 3 ans qui viennent. On le sait, on ne va pas pleurer, mais il faut être les meilleurs. Et Ouais. d'ailleurs, les plus audacieux,
les meilleurs, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui continuent à communiquer, à créer des événements dans ces périodes les plus dures, parce qu'ils en ressortent encore meilleurs à la fin des crises. Et le Moi, média je- événementiel par rapport aux autres, c'est celui que... Formidable. C'est le plus beau métier du monde. Oui, je dis ça parce qu'ils sont tous là. Pas du tout. J'ai fait un tweet il y a quelques jours, on a fait un tweet sur Ouais. événementialisez-vous. Oui. Et en fait, quand Ça veut dire quoi, événementialisé? en fait, quand on a créé BPI, on a dit on va monter, au départ, soyons prudents, une cinquantaine d'événements la première année. Aujourd'hui, on en est à 400 par an. 400 événements par an qu'on monte en interne avec des partenaires, avec des prestataires, avec toute la filière extraordinaire qui est celle de la France. Et il y a un couronnement qui se déroule chaque année au moment, vous voyez le président de la République, vous voyez quelques ministres, Oui. au moment du mois d'octobre, avec mon ami Nicolas, avec mon ami Fabienne. Tout le monde est ton ami, toi? Non, Non? mais T'as des ennemis? il faut qu'ils se déclarent. Et en fait, non, mais il faut voir toujours la vie du bon côté. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a des gens tellement formidables dans ce pays, dans le monde. Et les territoires? Il faut pas Non, mais j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a des gens qui se lamentent parce qu'ils ont perdu un budget, Ouais. leurs clients étaient cons, etc., etc. Vous lamentez pas. Vous en trouvez 2, 3, 4. Il y a des gens formidables. Prenez du temps avec des gens formidables. Alors j'ai justement... Mais c'est vrai, c'est bizarre parce que quand Ouais. on dit on fait même des concerts, on dit oui, oui, oui. Incroyable. C'est la French J'ai un entrepreneur. Tu vois, lui, ce monsieur-là, c'était l'ancien patron marketing Europe de Google. Oui, mais pas que. Il a quitté cette entreprise, il a démissionné. Donc, Oui. courageux, parce que vous imaginez le salaire qu'il devait se faire, lui. Je sais pas. Ouais. Tu peux en parler ou pas? Tu peux en parler, ton salaire? Beaucoup de zéros. D'accord. Et donc, il a pris la décision de quitter Oui. le confort de ce salaire chez Google pour créer sa boîte. Mhm. Et là, début de la galère. Oui, enfin, en même temps, c'est ma troisième boîte, donc ça va. Ouais. Je sais que Tu les as fermés, entrepreneur, les c'est- autres, tu c'est, les as... J'ai revendu les autres. Je Ouais. sais que c'est une galère de toute façon d'être entrepreneur. Après, en réalité, c'est un. Enfin, moi, j'adore ce que tu fais, tu le sais. Et Patrice, comme il disait, c'est pas que, puisque Tu le connais Alors, depuis longtemps, lui, en plus. ouais, on travaillait ensemble quand on était chez Wanadu. Vous imaginez, Wanadu, c'était il y a C'était- très longtemps. Ça, c'est- Et- Wanadu, c'était avant l'an 2000. Hein. Siècle dernier, ouais. C'était le siècle dernier, ouais. C'est des vieux, hein, les mecs. Mais ce que fait Patrice, et toi aussi d'ailleurs, mais remuer tout Ouais. cette. Agité. Agiter, exactement, mais remuer tout ce qu'il y a au fond de chacun, c'est génial. Donc il n'y a pas de... Et moi j'ai fait les deux tout au long de ma vie, j'ai fait des grandes boîtes, Ok. Orange, Alcatel-Lucent ou Google, et j'ai fait aussi des startups, etc. Et les Et- deux sont bien. Et il y a des gens qui restent salariés, qui devraient devenir entrepreneurs, et des entrepreneurs qui devraient devenir salariés. Mais c'est quand même la Tu me galère. donnes une idée, là, tu me donnes une idée. C'est quand même la galère de créer une entreprise en France. Non, Les je- charges Pas du tout. sociales, Non, les eh, taxes. alors, si je C'est peux me l'enfer. permettre- Pas du tout. Non, pas d'accord. Allez, vas-y. C'est une chance d'être en France pour les entreprises, c'est formidable. C'est le terreau des entreprises. Il faut y aller. Et tu te rends il faut compte pas faire ce Je métier suis sans complètement être d'accord avec vous. Alors, Moi, je suis pas l'année tout- dernière- attends, je suis attends, pas d'accord. Arrête. Le nombre, arrête. Le nombre d'entreprises qui ont été créées en France l'année dernière, 1 million. Ouais, mais il y en a combien qui déposent le bilan? Attends, vas-y. Non, parce que deux choses. Ma première entreprise, je l'ai créée Reste avec nous. Bon, allez. Ma première entreprise, je l'ai créée en J'en ai marre. 97. En 2020-2022, c'est beaucoup plus simple. Et deuxièmement, et pardon, c'est pas pour aller dans ton sens, Patrice, Mais vas-y quand même. depuis que la BPI est là, mais c'est beaucoup plus simple. L'accompagnement, même pas financier, mais l'accompagnement des gens de la BPI est Ouais. exceptionnel. Bon, tu sais que tu n'es pas intervenant ce soir. Mais... Bah, si tu m'as passé le micro, moi je parle. On peut l'applaudir, Salim Nassur. Alors, tu vas t'asseoir et là, je vais monter sur scène un entrepreneur. Lui, il a créé sa boîte à 20 ans. C'est Siben Enser. On l'applaudit. Siben. Alors, Siben, donc, à 20 ans, il arrive en France. Il est originaire du Maroc, c'est ça? Oui, mais bon, je suis juste un enfant issu d'immigration qui a grandi à Paris dans le 16e arrondissement. D'accord. Alors, Désolé, déjà, ça classe le mec. j'ai eu un peu de chance. Donc, pourquoi Moi, je me suis assis, hein, je suis un peu grand. Ouais. Donc c'est un Pourquoi tu as créé ta boîte dans le sushi? Bah, et pourquoi pas? Oui. À l'époque, écoute, personne ne croyait. Je sais pas, à 98, il n'y avait pas grand-chose à faire. D'accord. Et la livraison à domicile, c'était pour moi un projet naissant et qui nous permettrait pour moi de Alors. faire des petits par la suite. Et on a monté Planète Sushi et le sushi parce que l'époque du bio, du manger sain, du manger bon. Oui. Et voilà, le sushi s'est affirmé à nous comme étant le produit de prédilection pour
pour cet avenir qui est le sien aujourd'hui, puisque le sushi a démarré de zéro et en France fait plus de 2 milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui. Ouais. Alors comment tu as fait pour monter ta boîte? Tu n'avais pas de fonds, tu connaissais pas la BPI, Patrice Béguet? Non, j'ai pas eu cette chance, mais maintenant Oui. je le connais. Il aurait pu t'apporter quelque chose, lui, avec ces événements? ces Oui, oui, rencontres certainement, certainement. Bah, déjà rien que pour nous aujourd'hui, c'est un événement. Avoir Planète Sushi affiché devant des grands noms de l'événementiel ce soir, c'est déjà en soi un événement pour la marque. Être présent ce soir, c'est super. Mais oui, en effet, être présent dans dans tous ces événements et pouvoir proposer nos produits, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et on le fait d'ailleurs avec beaucoup d'acteurs avec nos produits, notamment pour des banquets, des buffets, Ouais. régulièrement. Bon. Patrice, une entreprise comme Planet Sushi qui n'a pas les mêmes moyens que Covea, hein. On ne va pas parler du budget de Covea, ils peuvent communiquer de manière intelligente sans mettre beaucoup d'argent. Un budget, ça veut rien dire. Oui, c'est-à-dire. Le plus important, c'est les femmes et les hommes Oui. dans les boîtes. Non, mais j'insiste beaucoup là-dessus. Et Ouais. en fait, il y a Avec un mot comme ça, c'est sûr que tu te mets tout le monde dans la poche. non, il y a la politique des nazes Ouais. qui t'explique j'ai combien de budget, j'ai combien de personnes. Ça, Ouais. c'est une politique de naze. Lui, quand il a démarré, il a dû démarrer à lui et puis peut-être un associé ou Ouais. ouais, un petit partenaire. Voilà. Ouais, un Ils étaient petit- deux. Et regarde, tu les vois partout. Je lui Ouais. faisais les remarques tout à l'heure sur son excellent restaurant de Versailles, Ouais. ce qu'ils font, la manière dont ils renseignent les gens. Moi, je vais à Plein Sushi pour demander un éclair au chocolat. Ouais, Et le mec, il te dit, vous avez Bigot à 100 mètres, il dit, c'est le meilleur de Versailles. d'accord. Envie de revenir chez lui. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, au niveau des budgets, les budgets, même s'ils descendent à moins 30, moins 50, moins 70, n'ayez pas peur. Voyez la vie en jose. Osez tout. Vous l'avez dit tout à l'heure, beau, hein. monsieur, on a la chance de vivre en France. On range. Et pour ceux qui critiquent la France, Ok. je vous paye, perso, un voyage dans le monde et vous reviendrez me dire ce que monsieur a dit. Voilà, c'est tout. Soyez fiers d'être français, Ils sont soyez forts. Hein. Ils sont forts, patriotes, les gars. aimez votre Alors- pays, aimez ses valeurs. Vive la France! Ouais, Alors regardez, on vous a sélectionné parce que Siben, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il a des idées. Regardez ce qu'il a fait sur M6. Regardez. Regardez. Patron Incognito est de retour. Le PDG d'une chaîne de restaurants de sushi va découvrir la réalité du terrain. J'ai pas forcément envie de tomber, de me faire mal. Livraison express, C'est un sens interdit, hein. Moi, j'ai pas envie de perdre mon permis, hein. Faut aller plus vite. Mais il est passé où? Bonjour. Bonjour monsieur. service personnalisé, Il y avait une paire de sushis saumon, je l'ai fait passer avec le menu. C'est une très bonne initiative. cadence soutenue, mais belle surprise au menu. Je suis économiste de formation. Quand on a des diplômes, on s'en vante. Lui, il n'a absolument pas voulu se vanter. Alors, Tu rigoles moins, on va là. baisser le son. J'ai J'aimerais écrit, qu'il me mais commente qu'on a les pas de images. récompense, c'est Un peu de pas lumière. magnifique. Donc là, tu t'es fait passer pour... ses collaborateurs ne te connaissaient pas. On va l'éclairer, s'il vous plaît, en régie. Ouais, j'ai fait 3 immersions. On va laisser les images derrière parce qu'elles sont assez drôles. En fait, le plus dur quand on vous propose ce type d'émission, c'est de se dire est-ce que ça va être bienveillant, est-ce qu'on va être pris à partie Tu finalement. prends un Parce que risque j'ai fait- dans ça. Bah, c'est un gros risque. Moi, j'ai fait un Capital il y a quelques années, j'ai fait d'autres émissions de télé. On se dit toujours que c'est gratuit, mais finalement, Ouais. quel est l'envers du décor? Ouais. Et quand on n'a pas envie de mettre beaucoup de sous, parce que moi, j'ai pas d'actionnaire, je détiens 100% du capital de ma boîte aujourd'hui, j'ai pas de banque derrière moi, donc je peux pas Ouais. prendre non plus trop de risques. Et Ouais. c'est vrai que le droit de regard que j'ai demandé au début m'a permis finalement d'y aller en toute sérénité. Et on a fait une immersion qui était juste incroyable. Moi, je suis allé dans des restaurants, et c'est vrai, parce que moi, souvent, Ouais. on me pose la question, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que Alors, finalement, tu joues pas un rôle? tu Pas prends du des tout. super risques, hein, parce qu'il est même allé sur le plateau de Hanouna. Regardez les images. Surtout qu'Hanouna, en ce moment... hein. Alors, la question qu'on se posait avec, on va baisser le son, avec Pascal Bazillet, c'est est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est un coup de com' que tu as fait là? On va pas se mentir, il y a les deux. Ouais. Ah, c'est Je bien. suis profondément honnête, mais on va pas se mentir, il y a les deux. Il y a évidemment, alors moi il y a déjà la sincérité. Moi par exemple là, avant les fêtes, évidemment je fais des maraudes. On va dans la rue avec mes équipes, on remplit des camions de produits qu'on fait faire à toutes nos équipes. C'est un vrai événement participatif dans tous nos restaurants où on travaille pendant toute la nuit pour faire des repas chauds qu'on donne dans la rue et j'y participe personnellement. Moi je suis très touché par certaines problématiques humaines, le handicap notamment. Mais là quand j'ai vu ce jeune à la télé à 19 ans qui explique qu'il est à la rue, qui trouve pas du travail, j'ai trouvé ça complètement déconnant. Donc évidemment, moi je suis copain avec Cyril qui m'appelle pour me Ouais. dire machin, je lui dis écoute, c'est bon, je suis ton homme, on y va. Ouais.
Et oui, évidemment, il y a un peu de télé, il y a un peu de com, il y a un peu, mais à la fin, le résultat, c'était surtout du trouver, parce que ce qu'on voit pas derrière, c'est la complexité de trouver un logement pour un SDF, Oui. les garanties derrière, qui a en plus de ça un chien, c'est pas évident. Et nous, on Oui. est intervenu à tous les étages, à tous les niveaux, pour pouvoir justement lui donner un coup de pouce à ce jeune. Alors Patrice, on n'entend pas souvent des entrepreneurs comme ça passer à la télé, grande audience, etc. C'est pas un manque ça, parce que lui, il a pris le risque, mais il aurait pu se faire dégommer par Hanouna, comme le député LFI, là, je sais plus, là, récemment. La vie, c'est le risque en permanence. Donc il faut l'accepter. On parlait de notre ami commun que nous avons, qui est le patron de Finsbury. Patron de Finsbury, qui a fait la même mission que toi, c'est ça, hein, sur M6. Ce mec-là, il était vendeur de chaussures. Il va racheter l'entreprise à la barre de commerce. Non mais attends, non mais c'est important. Oui. La boîte, elle ne faisait que licencier. Là, aujourd'hui, il est dans 13 pays. Il n'arrête pas d'employer. Il fait une croissance à 2 chiffres tous les ans. Moi, ces gens-là sont remarquables. Donc, il faut donner la chance aux gens. Et il faut, et je le redis une fois de plus, dans ce qu'on va vivre là, on croit qu'on a vécu quelque chose de dramatique avec le Covid. C'était que dalle, les amis, hein. Je préfère vous le dire. Il faut toujours, toujours remettre l'humain au centre. C'est ce qui est fondamental et ce qui vous Même permet... dans des émissions comme Hanouna, qui sont un peu... je ne il faut partage prendre la pas. parole, là où elle est, là où il y a de l'audience. Je suis Non, pas mais je for- sais pas, c'est une question. Il faut la choisir, Je sais que l'audience. Pascal Basilier, elle a un peu Faut de la mal, choisir, quand même, l'audience. non, Pascal? T'as pas un peu de mal, toi, avec cette com événementielle Regardez la photo Passer de à la Sylvaine. télé, c'est pas de la com événementielle au premier sens du terme, j'ai envie de dire, c'est de la communication déjà. Donc, C'est la voilà. commission un peu décalée. Ça dépend quelle émission, mais en tout cas, quand on va chez Hanouna, on sait quel type d'émission on va, comme quand on va chez Envoyé spécial. Voilà, il y a des. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui refusent d'y aller chez Hanouna. Ils ont tort, non, Patrice? Ils font ce qu'ils veulent. Comment? La France, c'est aussi la liberté, hein. Oui. Donc les gens font ce qu'ils veulent, mais ils savent à quoi ils s'exposent. Bon, voilà. Et puis, tu sais, moi, à un moment, les gens qui te disent je suis public, mais j'aime pas ce qu'il dit, etc., ben, ils sont plus publics alors. Ouais. Donc, Sylvain, il faut être pragmatique. Là, on t'invite, tu viens. Non, on va me proposer plein de choses. Il y a plein de choses que je veux pas faire parce que j'ai rien à dire déjà. Oui. Et parce que j'y prête pas finalement d'attention. Là, c'est vraiment toujours humain. Oui. On va présenter mes équipes et présenter notre savoir-faire. C'est toujours hyper agréable. Rentrer au cœur du système en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Rien que ce jeu de rôle, je l'ai apprécié, je l'ai aimé. Après, un SDF ou un handicapé, parce que je suis aussi intervenu sur le handicap avec la ministre chargée du handicap, qui l'est plus maintenant, Sophie Cluzel. Oui. Je suis intervenu pour embaucher 100 personnes avec un handicap en France. On a intervenu aussi. Après, ça dépend de ses combats. On ne peut pas être partout de toute façon. Ok. Mais ouais, Le premier vendeur, c'est rigolo. quand même le chef d'entreprise. C'est lui qui doit prendre le risque. Et surtout quand en plus on est l'actionnaire Alors. principal et qu'on a besoin aussi derrière de faire montrer sa marque, de la faire briller, alors qu'on n'a pas beaucoup de moyens non plus. Alors, dans les mois et semaines qui viennent, la France va être au cœur de tous les événements sportifs qui comptent, avec la JO de 2024, avec la Coupe du Monde de rugby. On avait un super match samedi soir. Et là aussi, c'est des opportunités pour les entreprises qui vont pouvoir créer des événements, soit à l'intérieur, soit en périphérie. J'aimerais accueillir, sous vos applaudissements, Magali Tesnas, directrice générale de Sportsora. Donc ça, c'est le petit jingle qu'on vient de voir de Sportsora qui réunit tous les acteurs du monde de l'économie du sport. Il y a les agences, il y a les prestataires, il y a les sponsors, il y a les médias, il y a les territoires. Tout ça, tous ces gens-là sont réunis par Sportsora. Qu'est-ce qu'ils se disent, ces gens-là, dans tes réunions? Alors, en fait, la mission que l'on a, c'est de développer, alors c'est de penser et influencer le développement de l'économie du sport. Donc, Oui. la tâche est assez ambitieuse. Et en fait, nous, on réunit nos membres qui ont envie de partager des bonnes pratiques, d'échanger entre eux, de faire des deals, des business entre eux, de les informer sur les tendances du sport et développer cette économie. Comment on peut faire du sport quand on n'a pas les budgets de Carrefour, de BPCE qui ont mis un chèque de combien, Carrefour? C'est 50 millions de tickets d'entrée?
60, le- combien? Les jeux, ça se compte en dizaines de millions d'euros. Ça tu dépend, peux pas être plus ça dépend du précise niveau. Non, mais ça dépend du niveau de partenariat. Ouais. Bien sûr, et puis en fait de ce qu'ils mettent en échange. En fait, Ouais. ces entreprises qui viennent partenaires des jeux, c'est aussi une vitrine pour eux, pour ce qu'ils font, pour leur technologie. Et elles mettent, on a Orange dans la salle, Orange ils équipent en réseau les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby. Et forcément, ça vient en plus de la partie partenariat. Patrice Béguet, c'est un bon investissement, le sport, à ce niveau-là d'investissement? Il risque pas d'être rattrapé par la patrouille, des gens qui vont dire, attendez, vous mettez beaucoup d'argent là-dedans, mais il faut augmenter les salariés, problème de tous les jours. Je sais pas, je me pose la question. Mais il y a deux aspects en fait. On accompagne et on aide le mouvement sportif, et là on va chercher les territoires, le terrain, puis après financer des gens qui en ont déjà trop, ça pour moi c'est complètement superflu. Mais je suis très cash là-dessus. Mais après, tu vois, il y a des. Non, mais je suis là, on cash. parle des jeux. Ouais. Les jeux, là, tu prends le summum de l'événement sportif. On a Il y a la la route chance. du Rhum. Il y a la route du Rhum. Il y a la route du Rhum, et évidemment, c'est des tickets pour des boîtes partenaires qui n'ont rien à voir avec les jeux. C'est l'intérêt du sponsoring sportif, c'est qu'il y a un nombre d'assets sportifs qui sont considérables. On peut être sur des équipes, sur le soutien d'athlètes. Il y a le pack de performance qui permet de soutenir des athlètes qui vont aller aux Jeux. Voilà, des très grands événements, des événements qui sont... La route du Rhum, tu as plein de TPE, PME Oui. qui sont partenaires, des bateaux. Alors, qui sont- des grands événements, Pascal, qui sont critiqués aussi. Non, mais Parle plus fort. continue. On m'entend? Oui. Je continue sur les Jeux Olympiques. Il faut savoir quand même que les Jeux Olympiques, ils rayonnent sur tout le territoire. Donc, c'est aussi l'occasion pour des petites entreprises. Ça s'appelle Terre des Jeux. C'est la volonté du comité d'organisation. Donc, c'est pas juste le gros événement, c'est aussi plein d'événements qui vont être satellites à ce gros événement. Non, et Ben, puis, tu n'as attends, pas l'air très motivé, toi, pour rejoindre les... On parle de gaming chez nous dans notre marché. Et c'est vrai qu'intervenir aujourd'hui sur du sponsoring, ça coûterait beaucoup trop cher. On n'a pas les moyens. On a fait évidemment Tu vois, quelques, c'est ça, quelques le boxeurs. sponsoring quelques- sportif, les gens disent c'est Mais trop c'est cher. compliqué, C'est c'est faux. trop cher. Il y en a pour tous les niveaux d'investissement. Évidemment, là, on tape sur les Jeux Olympiques, c'est des Oui. milliards d'audience, etc. Forcément, tu t'adresses à des entreprises qui ont des budgets colossaux, mais qui en attendent aussi des retombées qui sont énormes. On peut être partenaire. Un club moyen de foot ou de rugby, il a près de plus de 200 partenaires. Les PME locales. Souvent, les PME locales, des commerçants locaux, etc., et qui sont très contents de pouvoir être partenaires de ces clubs, de clubs amateurs aussi, Ok. qui développent beaucoup. Patrice? Je pense qu'il y a le monde d'avant et le monde de demain. Il faut pas mal le prendre, Magali, dans ce que je dis. Par exemple, on a monté avec les régions quelque chose de formidable qui s'appelle les meneurs, avec les régions, avec les clubs de sport. Que vous soyez club féminin, parce qu'on ne parle pas suffisamment en dehors du foot féminin, on n'en parle pas assez, et il y a des performances exceptionnelles qui sont faites. Et donc, on a créé dans toutes les régions de France, on a aujourd'hui 55 présidents de clubs, parce que les gens ont besoin de s'amener mutuellement, ont besoin d'expérience, etc. Et ça, tu peux le faire avec 5 000 € par club. Et derrière, il y a 16 000 entreprises qui sont des startups, des TPE, des PME, des ETI, qui actionnent tout cet état d'esprit, tout cet écosystème. Donc moi, je pense que le monde du sponsoring sportif tel qu'il est conçu aujourd'hui est archi mort. La fin du début de la mort, c'est la Coupe du Monde au Qatar. Mais je suis désolé, mais à un moment... Il faut tu vas un peu Je loin, suis là. contente d'être venue, moi, ici. Ouais. Magali, te laisse pas faire. Je ne suis pas venue pour rien. Il faut appeler... Non, Bon, qu'est-ce on que va tu en dis parler. On va en Qu'est-ce qui parler. est has-been? Qu'est-ce qui va pas dans En fait, l'organisation? c'est de se dire aujourd'hui, on va mettre une marque sur un logo. Les gens ont besoin de se retrouver, ils ont besoin d'humain. Alors, les gens se posent la question entre est-ce que je vais investir dans une loge à l'Accor Arena sur lequel je vais faire venir mes clients, mes prospects, etc. Fâchez pas. Non mais attends, mais c'est ça. Mais attends, mais il c'est- l'a dit. là, je vais te dire. Et les tu boîtes dis- ont de moins en moins d'argent. Donc il faut arrêter de raconter des conneries. Et de plus en plus. Donc il ne faut pas défendre des trucs qui Non, n'existent attendez. plus. Siben va vous mettre d'accord. Non. Siben, c'est le médiateur. Non, mais oui, je suis en partie d'accord. T'es en partie d'accord avec qui, d'abord?
À ma droite. Non, je suis en partie d'accord. Ça coûte beaucoup de pognon et c'est vrai qu'un logo sur un t-shirt, ça fait plus le job. Oui. Il faut que ça prenne de vraies valeurs. Moi, par exemple, la femme, le sport féminin, si demain, moi, je devais choisir, j'irais vers du sport féminin parce que je sais pourquoi j'y vais, parce que je pense qu'il y a une vraie démarche derrière tout ça. Maintenant, un vrai logo. Alors, moi, j'ai mis, pour la petite anecdote, j'ai mis un jour 10 000 € pour un petit logo sur la manche de Richard Gasquet pendant Roland-Garros. C'était génial. cher. Mais ça nous a, parce que c'est un copain, mais ça nous a rien rapporté. C'était cool. Je me suis vanté auprès de ma famille et compagnie. C'était cool. Mais mettre un logo pour 10 000 balles, j'avais mieux à faire. Et pourtant, je sponsorise des écoles de foot de gamins, d'école ou même de police. Moi, je suis sponsor dans le 95 d'une école de foot de police. Je suis très fier de le faire. Alors, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de rayonnement, mais ça reste intéressant à mon niveau. Magali. J'ai le droit de répondre? Bien sûr. Non, juste Patrice, et là aussi, le prend pas mal et en toute amitié. En fait, ils ne comprennent rien au sponsoring. C'est pas, non, mais j'entends bien. L'activation, le marketing. C'est pas avec 5 000 € qu'on va faire vivre un club OK. Donc, on est bien quand même content parce que le financement du sport aujourd'hui, c'est quand même les partenaires privés. Hein. Tes yeux, 5 000 €, c'est la mise en relation. Mais non, mais avec 5 000 €, mais tu fais pas vivre un club. Arrête, 5 000 €. Comment tu les payes, les mecs? C'est honteux de dire ça aujourd'hui, 5 000 €. Mais tu sais, c'est pas honteux, c'est la réalité. Comment tu payes une équipe? Tu sais ce que ça représente, 5 000 € pour une famille aujourd'hui? Les salaires des mecs. Finalement, on démarre à combien? Mais non, mais comment Salim, Sibène, pardon. Les salaires, je veux dire, c'est des gens qui travaillent, qui ont un job, faut les payer. Comment tu payes des mecs avec 5 000 € ou des nanas, hein, et justement pour le sport féminin, pour que ces femmes-là aient des salaires, qu'elles puissent être professionnelles, qu'elles aient des salaires dignes de ce nom, parce qu'elles passent beaucoup de... Heureusement qu'elles... Les femmes de cyclisme, d'escrime, qui te disent « Non, mais attends, non, je suis désolé. » On va pas passer la soirée sur... Mais on est dans un autre monde. Donc l'humain, puisque Patrice, je suis tout à fait d'accord avec toi, l'humain c'est important et les événements sportifs effectivement sont des occasions magnifiques pour rassembler des gens. C'est juste que pour organiser des événements, et là il y a des grands spécialistes de l'événementiel, ça se fait pas avec 5 000 € ou je ne sais trop quoi. Alors par contre, les grands événements sont très critiqués en ce moment. Le Qatar par exemple, la Coupe du Monde de foot. Je vois pas ce que tu veux dire. Pascal, la route du Rhum, il y a des skippers qui sont critiques aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire des événements vertueux, des événements qui protègent. Effectivement, tu fais référence, ils ont fait une tribune dans l'équipe, un certain nombre de skippers. Bon, moi, j'estime que c'est quand même grandement craché dans la soupe parce que c'est sûr que les événements sportifs, de toute façon, à partir du moment où on fait un événement, on fait venir des gens, il y a un bilan carbone qui est pas top. Et aujourd'hui, toutes les organisations d'événements, je pense que vous travaillez aujourd'hui tous pour améliorer votre bilan carbone, faire que socialement ce soit des événements plus responsables. Donc ce qui est important, c'est de voir la trajectoire, de voir que les choses s'améliorent. Et de toute façon, on va y être forcé parce qu'aujourd'hui, les différentes parties prenantes, les consommateurs, etc., ils sont pro-boycott. Là, en ce moment, c'est vrai qu'on a pratiquement toutes les semaines des activistes qui s'accrochent à des filets à Roland-Garros, à des poteaux de rugby à Toulouse, etc. Et donc, c'est bien parce que ça fait progresser tout le monde. À faire bouger les lignes. Ça ne fait pas fuir les sponsors, les entreprises. Non, il y a des buzz qui sont pas très agréables effectivement pour les marques partenaires qui viennent chercher du positif. Mais alors on est dans la communication événementielle, mais le mot communication est important. Et vous avez vu, il y a plein de marques qui donnent leur nom à des stades, voire même à des championnats, la Ligue 1, Uber Eats, etc. Eh bien, j'aimerais qu'on accueille sur le plateau Nicolas Dupeux, qui est le patron de Accor Arena. On l'applaudit. Alors Pascal, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Nicolas Dupeux et l'Accor Arena? Regardez comme c'est beau. Je pense que l'actualité est très forte puisqu'il y a l'Accor Arena qui a une activité très dynamique et qui s'est repositionnée ces dernières années. Et puis il y a l'Adidas Arena qui arrive, qui est en pleine construction pour les JO. Et puis en novembre 2021, si la date est bonne, vous avez aussi repris le Bataclan. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et on ouvre aussi une nouvelle salle au mois de février qui s'appellera Fantôme, qui sera un nouveau lieu qui est situé dans l'Accor Arena. Donc aujourd'hui, on gère à peu près des actifs qui vont de 150 personnes à un peu plus de 20 000 personnes. Alors, vous avez été durement touché pendant la crise Covid. Le boulet est passé pas très loin de cette entreprise d'exploitation.
dans lequel on retrouve la mairie de Paris à 52%, c'est ça? Peu ou prou, ouais, 54. Ouais. 54, et puis un groupe américain. Beaucoup disent que c'est le leader mondial de l'entertainment, de la production de concerts, d'événements sportifs, c'est AEG. Ils ne sont pas trop pesants dans votre management au quotidien, ou ils sont inspirants au contraire? Non, il n'y a pas de pesanteur. En fait, on a l'avantage d'avoir ce double actionnariat qui nous a permis à la fois de nous inspirer des codes très américains, mais que moi aussi j'ai tiré beaucoup de mon expérience chez Disney, qui est celui de créer en fait des expériences dans les parcours clients, et puis d'ouverture aussi sur les quartiers, d'ouverture sur la ville, et du fait qu'on crée toute une série d'activités. On a ouvert un bar, on a ouvert un restaurant, on a ouvert une patinoire, on ouvre du coworking. Et notre idée, c'est d'ouvrir notre lieu tous les jours de l'année à tout type de personnes. Donc tu peux venir travailler demain matin, on t'invite à 8h du matin, Oui. prendre un verre à 18h, manger, voir un concert. Et puis demain, il y aura Fantôme pour les after-shows jusqu'à 5h du matin. Et tu reviens à 8h du matin travailler. Voilà, l'idée, c'est 24-24. Alors Patrice, BPI a fait des événements chez lui? Il fait le plus gros événement, Patrice. Oui. chez nous. Alors comment il s'est pris? Parce que franchement, c'était gonflé de faire un événement B2B dans une salle qui peut contenir 17 000 personnes, voire plus. Oui, mais là, 17 000, c'est la petite jauge, ça. Ouais. Nous, on a fait plus de 60 000 personnes dans une journée, ça tournait comme jamais. Ouais. En fait, le truc, il est simple. On revient sur l'humain. Ouais. Attends. Il y a 30 ans, je connais cette dame qui est là-bas. Oui, laquelle? Il y en a beaucoup. Ouais. Et bonjour. Et puis elle me dit, ben voilà, je travaille maintenant à l'Accor Arena, etc., etc. Voilà, j'ai un projet. En fait, on me disait, il faut faire une campagne de communication pour que les petits parlent avec les grands et tout ça. Campagne de com, ça sert à rien. Moi, j'adore l'événementiel. Et on est passé très vite parce que vous en avez chié quand même, hein, Oui. pendant 2 ans. Oui. Je dois vous dire que quand on a lancé le PGE, le chômage partiel, etc., on a sauvé des millions de personnes tous ensemble en France. Donc il faut savoir que nous avons un pays solidaire. Et quand on s'est vu, on s'est reparlé de solidarité. On s'est reparlé d'aller de l'avant. Et en fait, aujourd'hui, quand on voit tout ce qui s'est passé sur l'Accor Arena, c'était 400 ateliers, 500 conférences, 1500 speakers qui venaient du monde entier, le président de la République qui est venu. Alors, non mais oui. juste, il faut se dire comment on s'est... Comment tu t'es adapté, toi? Parce que la salle, On a tout réinventé. Il en fait. fallait l'équiper, il fallait... c'est pas évident. Non, enfin, je pense que ce qu'on fait avec Patrice, c'est, il parlait d'humain. En fait, c'est une vraie aventure humaine. C'est-à-dire que Oui. c'est un an de travail. Chaque année de renouvellement, parce que Patrice, il est à peu près dans les réunions préparatoires comme il est ce soir, c'est-à-dire très pushy, très dynamique et surtout impulse beaucoup d'idées. Et puis derrière, il faut les mettre en place. Oui. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un renouvellement cette année. L'ensemble. Ça dure combien de temps? Ça dure une journée. Une journée. Une On journée. démarre à 9h, on finit à 20h. C'est quoi le budget? C'est quoi? 5 000, c'est 5 000. 5 000. 5 000. Ah, mais j'ai une question. Je l'adore. J'ai justement une question. Il n'y a pas de partenaire donc dans ton événement. Bien Tu le sûr que finances si. comment? Bah voilà. Je sens qu'ils vont pas partir en week-end ensemble. Non, mais je laisse terminer. D'accord. C'est ma Non, question sur tes partenaires. Le budget, c'est un combien? événement. C'était quoi le budget Une journée, 60 000 personnes au POPB. Ouais, exact. Quoi, c'est... Allez, à la louche, 40 millions? Sur ça, Ouais. tu divises par 10. 4 millions, pas plus? Ça m'étonnerait. Ah, mais nous, on est tout petit, on fait que louer la salle. Si on est Combien ça une se petite loue? partie, Combien on ça est un se loue partenaire, notre Patrice. Je veux louer l'Accor Arena, ça me coûte combien? À la journée, pour une journée, pour faire une fête avec des amis? C'est avec la journée montage, on est aux alentours de 90 000 euros. 90 000 euros. Si Ben, tu savais que cet esprit-là, tu peux faire ça, toi? Je cherche une salle pour mon mariage. Chez nous, les Marocains, on est nombreux, on a beaucoup de cousins. tu sais. Alors, on a fait un mariage l'année dernière, on a fait un mariage indien, ils étaient 250. Ouais, je sais. Ils ont loué la salle et c'était à peu près 2 fois le budget de Patrice. D'accord. Donc toi, tu attends des gens fous comme lui qui t'amènent des projets improbables. Et c'est vrai que pour le lieu, c'est presque de la coproduction à ce niveau-là, non? Alors non, pas du tout. On accueille la BPI toujours avec grand plaisir parce que pour nous, c'est important d'accueillir cet événement-là. Mais ce n'est pas notre cœur de métier. C'est-à-dire que nous, notre cœur de métier, c'est de faire des concerts tous les soirs. On est capable de faire un concert différent tous les soirs de la semaine. Et notre modèle, c'est de pouvoir enchaîner les concerts. C'est comme ça qu'on a notre meilleure rémunération. Quand on fait un événement corporate, il y a beaucoup de jours de montage. Oui. Ça nous immobilise beaucoup. Oui. Et on n'utilise pas notre écosystème des partenaires parce que nous, les partenaires sont essentiels à notre vie. Et donc, nos partenaires, ce qui les intéresse, c'est de rencontrer du public. Enfin, l'Accor Arena, c'est essentiellement des événements sportifs.
Il y avait le, Non, c'est 80%. il y avait le tennis, là, il n'y a pas longtemps. C'est 80% Rolex. des. Magali Le Rolex Paris Masters. Voilà, Mais c'est 80 musique et 20% sport. d'accord. OK. Alors, donc, il y a un nouveau lieu qui arrive, qui va être construit porte de la Chapelle pour les Jeux Olympiques, qui va s'appeler non pas Accor Arena, mais Adidas Arena. Ils ont mis combien sur la table Adidas pour apporter le nom? 2,8 millions 2 millions par an. par an. 2,8 millions sur 12 ans. Ouais. C'est un bon investissement, Magali? Sur 12 ans, et c'est une belle performance parce qu'en France, c'est extrêmement rare de telles durées sur le naming. En fait, aux États-Unis, effectivement, ils ont sur des durées de 15-20 ans et ça se compte en dizaines de millions d'euros. En France, on est souvent plutôt en dessous de 3-4 millions d'euros et sur 3-4 ans. Donc, c'est une belle performance d'avoir signé sur 12 ans. Si Ben, si on te propose le Planète Adidas Sushi, tu prends ou pas? Écoute, moi, on m'a proposé le PSG, figure-toi. Oui. Et j'ai reçu les gens du PSG chez nous au bureau. J'étais d'ailleurs ravi d'avoir suscité leur intérêt. Et finalement, c'était pas si cher que ça. Oui. Ce qui coûtait plus cher, c'était finalement toutes les pubs derrière, mais on était de l'ordre pour apparaître sur le t-shirt, apparaître avec je ne sais plus combien de pubs par an avec des footballeurs. Je crois qu'on était de l'ordre de 2 millions d'euros. Donc, Cher. Accor Arena. C'était en petit sur Ouais, le maillot. Parce c'était un des partenaires. McDonald's à l'époque sortait, et donc il cherchait un nouveau partenaire restauration. Donc, Accor Arena, Adidas Arena. Alors, le Bataclan. Pourquoi tu as dit non? Parce qu'ensuite, tout ce qui Le Bataclan, c'est quand même très lourd comme à porter. Comment ça se passe aujourd'hui pour que ce soit les équipes en termes d'image? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'aller au Bataclan aujourd'hui après tout ce qu'on a vécu? Alors, sur le Bataclan, pour être très clair, nous, on a 3 types aujourd'hui de clientèle et population. Ceux qui veulent plus du tout y retourner pour les raisons que l'on peut tout à fait imaginer et qu'on respecte. Ceux qui y vont sans souci, et puis ceux au contraire qui sont un peu réticents, qui se posent des questions, et c'est sur cela qu'on travaille. Ce qu'il faut bien comprendre sur le Bataclan, c'est qu'on a une programmation qui est assez jeune. Donc aujourd'hui, c'est des personnes qui, à l'époque, avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans, et qui ont souvent été préservées par leur famille des images de la télé qu'on a, nous, malheureusement, tous vues. Et finalement, quand ils reviennent au Bataclan, ils savent qu'ils reviennent dans une salle qui a une histoire, mais ils n'ont pas ces images derrière. Et finalement, le temps est en train de faire un peu son œuvre sur le fait qu'on enlève ces images-là, et on reprogramme plutôt pas mal. On va avoir 120 événements au Bataclan là, cette année. En tout cas, on va t'applaudir parce que c'est courageux et vive le spectacle, vive le sport. Alors, je vais continuer. Patrice, je devais te libérer ou pas là? Tu avais un dîner mondain, je crois, ou tu peux rester un peu avec nous? Pas de dîner, je suis pas mondain, donc. Donc tu restes avec nous? Ouais, bien sûr. Très bien. Alors, je vais enchaîner avec. On a parlé d'expérience avec l'Accor Arena. C'est que tu veux faire vivre une expérience. Eh bien, figurez-vous que tous les magasins aujourd'hui, pour lutter contre les Amazon et les pure players, etc., eh bien, ils essaient de recréer une expérience pour faire revenir les consommateurs chez eux. Donc on avait envie de poser la question aux plus anciens magasins français, c'est le Printemps. J'aimerais qu'Olivier Schaeffer, son directeur général d'opération, vienne nous rejoindre. Olivier Schaeffer. Donc vous pouvez vous mettre chacun d'un côté, vous pourrez vous exprimer aussi. Hein, chacun faire fuir, hein? Non. Ah non, parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc Olivier, premier concept des grands magasins, c'était... On va regarder ces images. Absolument pas. On va très bien. Regardez ces images d'archives. Magali, je sens que... Donc ça a commencé en 1865 avec une vision déjà, c'était de faire de ces grands magasins un lieu de vie, un lieu d'expérience, un lieu d'événement. Oui, tout à fait. Alors, je suis très heureux d'être le plus ancien dans cette salle, si j'ai bien compris, hein, c'est ça. Mais pas vraiment. Donc, effectivement, Jules Jaluzeau, le fondateur du Printemps, en 1865, crée cette superbe immeuble et cette superbe boutique. Il a plein d'idées. Alors, ce n'est pas le Printemps que vous connaissez aujourd'hui. Il y a seulement qu'un rez-de-chaussée. Puis, progressivement, il grandit. On a parlé d'entrepreneuriat tout à l'heure. Je pense que c'était vraiment un entrepreneur de son temps. Et il a continué à grandir. Il a agrandi son magasin. Malheureusement, 10 ans après, le magasin brûle. Pas de sa faute. C'est en quelle année ça? Ça, c'est en 1873. Ouais, on va peut-être accélérer. Ça, hein, voilà. Ouais. Moi, je vais accélérer, vous inquiétez pas. Et puis, il se remet parce que c'est un vrai entrepreneur. Il a une idée géniale. Il lance auprès de ses clientes une souscription pour que
on reconstruit son magasin, parce que les assurances ne sont pas D'accord. celles d'aujourd'hui. Alors madame nous expliquera tout à l'heure des assurances, mais c'était pas comme ça à l'époque. Et donc il repart, il se relève et il fonce. Et il continue à grandir et on ouvre de plus en plus de magasins. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de magasins en France. Et on vient de faire notre première ouverture à l'international à Doha, on en parlait tout à l'heure. À Doha, tout le monde veut y aller là, en ce moment. Nous, on y est déjà. Le magasin est ouvert. New York C'était aussi. bienvenu. Et New York en mars 2024, donc ça vient. Alors, ce qui est génial, je trouve, dans cette expérience, c'est que finalement, qu'est-ce qui a changé? Ils avaient tout inventé déjà à l'époque. Comme vous le savez, il faut que tout change pour que rien ne change. Oui. Donc tout a changé, rien n'a changé. Rien n'a changé parce qu'on y trouve toujours toutes les catégories possibles et imaginables de produits chez nous. Mais tout a changé parce qu'on est omnicanal, on est digital, on a plein de produits à vous proposer. Même ceux que vous ne voyez pas en magasin, ils sont là. Et voilà, on continue à avancer vers une nouvelle forme de commerce. Nicolas, un commentaire là-dessus, sur ces grands magasins qui ont un peu les mêmes problématiques que toi. Finalement, il faut recevoir du public, il faut les garder, il faut les faire consommer. Ouais, moi je discute beaucoup avec tout ce qui est retail, en fait, parce qu'on a la même problématique, mais à l'inverse. C'est-à-dire que nous, on a une clientèle captive qui vient voir un concert, et l'idée, c'est comment on peut créer des nouveaux axes de consommation autour, d'où la création de restaurants, de bars, mais aussi de boutiques dans nos enceintes. Et à l'inverse, pour avoir échangé avec beaucoup de personnes, dont le Printemps, dont les galeries, dont des grandes compagnies foncières, eux, aujourd'hui, c'est comment ils peuvent créer de l'événementiel et de l'entertainment pour faire venir les gens chez eux. Et finalement, on se retrouve, on part pas de même point de départ, mais on arrive à la même convergence. C'est vrai que vous vous retrouvez. Regardez Noël, par exemple, on va regarder les vitrines du printemps. Le monde entier vient voir les vitrines du printemps chaque année sur les grands boulevards. Tout à fait, et c'est même zéro carbone puisque tout le monde vient en métro, donc ça ne fabrique pas trop de CO2, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Mais on a cette chance-là, oui, d'avoir des événements, et alors, il y a ceux qui sont très connus, comme ceux qu'on montre à l'écran actuellement, qui sont l'inauguration des vitrines de Noël qui a eu lieu la semaine dernière. Mais on a aussi des événements quasiment tous les week-ends, puisque il faut donner une bonne raison, comme vous le disiez, à tous nos clients de venir chez nous. Aujourd'hui, avec le monde digital, c'est tellement facile de commander depuis sa tablette, mollement allongé dans son canapé, comme je le suis. Oui. Et donc, c'est plus facile, effectivement, de faire ça. Et donc, comment est-ce qu'on dit aux clients, lève-toi, habille-toi, viens chez nous et viens trouver plein de choses intéressantes. Magali. J'avais une question, parce qu'on a la chance d'accueillir des grands événements sportifs incroyables, là, bientôt en France, entre la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques, où il y aura un corner. Vous savez qu'aujourd'hui est sortie la mascotte des friges. Voilà, les friges. Elle ressemble à quoi, la mascotte? Rien. Qui c'est qui a dit ça? Si, non, pour une mascotte, Il y en elle a qui est critique, là. plutôt pas mal. C'est un bonnet phrygien rouge. Julien, il n'est pas d'accord, lui. Non, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que j'ai été assez étonné du logo qui a été utilisé. Ça vise un public très très jeune, je trouve, pour des Jeux Olympiques qui sont censés rassembler un large public. Alors les mascottes, c'est vrai que ça a plein d'objectifs, les mascottes, mais c'est vrai que ça cible beaucoup les jeunes, les enfants. C'est des peluches, etc. Donc, et là, c'est pas. Donc leur truc, c'est de dire c'est pas un animal cette fois, c'est un idéal. Donc ils sont allés sur le bonnet phrygien avec un paralympique, etc. Est-ce que ma question, c'est ça, vous aurez un corner, des corners pour les JO, vendre des produits dérivés là, de la Coupe du Monde de rugby, des JO? Bien sûr, on ne peut pas encore en parler, mais on y travaille. Business is business, voilà. Mais en fait, on est aussi une caisse de résonance importante pour tous ces événements. On a participé à tout ce qui concernait la Coupe du Monde de foot, pardon, la Coupe d'Europe, excusez-moi, de foot féminin. On en parlait tout à l'heure. Donc voilà, donc on a plein d'événements. On a un magasin Citadium qui se trouve sur l'avenue des Champs-Élysées qui va aussi participer à tous ces événements. Donc il y a beaucoup de choses à faire et on va continuer à les alimenter. Siben, pour Noël, tu fais des belles vitrines animées chez Planet Sushi ou pas du tout? Non, j'ai pas l'envergure du printemps, mais oui, on fait un peu d'animation, évidemment. Un petit peu, quoi. Oui, un petit peu. On a une box spécifique, on a des produits spécifiques. Alors, non, mais venez chez nous. Avec grand plaisir. On ouvre des restaurants à tour de bras, comme vous le disiez. Donc voilà, soyez les bienvenus. Alors, quelque chose d'innovant chez Printemps, en plus de ce qu'il fait chaque année, c'est les métaverses. Donc, vous êtes lancé dedans. Regardez ces images. Tout le monde a envie d'y aller. J'ai l'impression que c'est en train de faire pchit, un peu les métaverses. Meta est en train de s'écrouler. Facebook dévisse. Non, Patrice, qu'est-ce que tu en penses? Non? Je ne parle pas beaucoup parce que j'ai que 5 000 €. Et donc c'est le temps de parole, si tu veux. À un moment, ça correspond au budget. Ouais. Je t'adore, Magali. Reste assise. Et non, je pense qu'on a connu des bulles. Oui. Je pense que c'est pas une bulle, le métavers. C'est pas une bulle pour toi. D'accord? Pour le printemps?
Il y a eu plusieurs essais. Il y a eu Second Life, pour ceux qui s'en souviennent. Alors, c'est un peu ancien. Oui. Maintenant, il y a le métaverse. Je pense qu'il y aura des hauts et des bas. Parce que si c'était une simple croissance ininterrompue et facile, ça se saurait. Donc, il y aura des essais, il y aura des erreurs. Ce qu'il va falloir, c'est apprendre des erreurs. Bon, nous, pour l'instant, on n'a pas encore fait trop. Oui. Meta peut-être plus, mais bon, chacun son métier. Et on va continuer à croître là-dedans parce qu'on pense qu'il y a un vrai potentiel. Le but, c'est quoi? C'est de faire du business sur les métaverses? C'est de vendre des produits du printemps pour éviter que les gens viennent en magasin, c'est ça? Alors non, par exemple, nous, on vend la mode virtuelle, donc la mode pour habiller vos avatars dans le monde virtuel dans lequel vos avatars vivent. Donc ça, c'est un exemple. Ok. Mec de Google, tu as un truc à dire, toi, là-dessus? Waouh. Métaverse. Alors, c'est génial parce que comme je suis peu chez Google, je peux dire plein de choses. Non, c'est de la merde. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce qu'il y a un moment, faut pas déconner. Il m'a dit que c'était une émission sans langue de bois ici. Hein. Ouais, pardon, mais il m'a dit vas-y sans langue de bois, donc j'y vais sans langue de bois. Non, en réalité, il y a des choses qui vont être intéressantes dans le métaverse. Après, quand on. Qu'est-ce qui va être intéressant dans le métaverse? Le fait de pouvoir, ne serait-ce qu'apprendre, échanger à distance, c'est vachement bien. Ouais. Par contre, se dire qu'on est parisien, on est là, à côté des champs, et on va regarder le printemps dans le métaverse, autant y aller directement. Ouais. L'empreinte carbone, elle sera beaucoup moindre. Et surtout, l'expérience sera. Non, l'empreinte carbone, elle sera moindre parce qu'encore une fois, créer. Olivier. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est créer un métaverse, c'est énormément de calculation. Enfin, c'est beaucoup d'algorithmes, c'est beaucoup de calculs qui vont aller taper dans des data centers qu'il va falloir refroidir. Et ça, c'est énorme. Pas bon pour la planète, ça. Ouais, non, c'est absolument pas bon pour la planète. Et créer en fait un monde virtuel alors qu'on peut faire la même chose à côté de chez soi, c'est une hérésie. Parce que vous avez la chance d'habiter à Paris. Mais bien sûr, non, mais c'est pour ça que je disais que quand on est à distance, il n'y a pas de problème. Mais même à distance, je regardais là, si on parle d'événementiel, il y a Jean-Michel Jarre par exemple qui prévoit de faire un concert à Lyon, ok, dans le métaverse. Il n'y a rien d'original à Lyon. Alors non, c'est pas la question, c'est de Il se en a dire déjà qu'aujourd'hui, fait il y a longtemps. est-ce que moi je préfère regarder Jean-Michel Jarre en vidéo, en multiplex comme ça l'a toujours été, ou est-ce que je préfère aller dans le métaverse pour voir une espèce d'ersatz de Jean-Michel Jarre qui bouge comme ça? Bon. On a compris qu'il n'est pas convaincu. Dans le métaverse, vous pourrez faire le tour de l'artiste, monter sur la scène, redescendre. Oui, mais c'est pas le vrai artiste. C'est son avatar. Et aujourd'hui, on crée quelque chose qui est inutile dans le monde aujourd'hui. Magali. Non, juste dans le sport, en fait, il y a énormément d'applications. Le métaverse aussi, avant d'aller dans le métaverse, c'est tout ce qui est fan token, NFT, etc. Puisqu'on va utiliser dans le métaverse aussi des objets numériques. C'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup se développer parce que c'est aussi une façon d'engager en fait les communautés. Dans le sport, quand assister à un événement sportif, finalement, il y a très peu de gens qui peuvent venir dans le stade par rapport à la communauté qui peut être extrêmement importante, qui peut exister dans le monde entier. Il y en a très peu qui viennent regarder les joueurs au Parc des Princes, etc. Donc ça va permettre de proposer des expériences. Nous, dans le sport, il y a vraiment un enjeu sur l'engagement des fans et donner des utilités à ces fans. Et donc tout ce qui est possible autour du numérique et des objets numériques et qui ensuite seront peut-être utilisés dans le métaverse ouvre aussi pas mal de perspectives. Alors il y a Cédric qui a envie de pousser un coup de gueule. Là. Tu peux te présenter, Cédric? Tu fais quoi dans la vie? Bonjour, Cédric Barème. Je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Explorer et qui est incubée au French Event Booster et dont l'objectif fondamental est de créer le métaverse événementiel, on va dire, avec une dominante événementielle. Alors c'est quoi le métaverse événementiel justement? Aujourd'hui, les métaverses sont plutôt des métaverses médias, donc les marques effectivement peuvent investir dans des Decentraland, des sandbox, avec l'objectif de toucher des populations qui sont présentes sur place, qui sont parfois moins importantes que ce qu'on pourrait penser, en tout cas. Par contre, ce ne sont pas du tout des métaverses qui sont fonctionnels, ou en tout cas pas totalement fonctionnels pour pouvoir organiser des événements, notamment corporate. Et donc, on est au début de l'histoire, c'est ce que tu es en train de dire. On est clairement au début de l'histoire. Le métaverse est un train qui est déjà parti, on va dire, de la gare. Et donc, il y a de plus en plus de marques qui commencent à jumper dedans et qui cherchent à faire des expériences et qui commencent à organiser des événements. Donc, Olivier, tu as raison de poursuivre cette route, finalement. On a vu un peintre là, qui faisait des... Continuerons. Oui. Continuerons parce qu'on pense que c'est l'avenir et que certains clients... Le peintre là qu'on voit, donc quel rôle il joue? Romain Froquet. Oui. Alors, il joue le rôle que lorsqu'on a relancé l'image du printemps au mois de mars 2022, donc pour la fête du printemps,
que nous sommes appropriés. Nous avons offert, je dis bien offert, des NFT à des clients au terme d'un tirage au sort. Et ces NFT étaient donc des œuvres de ce peintre. Et parmi ceux qui ont été tirés au sort, un client a effectivement gagné l'œuvre originale, celle que vous voyez l'artiste en train de peindre actuellement sur les écrans derrière moi. Donc voilà, et donc ils ont gagné, enfin une personne pardon, a gagné cette œuvre originale. Eh bien, j'aimerais qu'on applaudisse le printemps pour sa créativité. Merci Olivier. Alors, il y a Salim qui a envie d'en rajouter une pour casser l'ambiance. Allez, encore un peu. Pardon, je vais casser un petit peu l'ambiance, mais comme je disais tout à l'heure, avec Patrice, on a commencé Internet en France il y a très longtemps. Oui. Et le Minitel. Ouais, non, c'était juste après le Minitel. Mais non, c'était Havas et France Télécom qui ont fait France Télécom Interactive, etc. Où tu veux en venir? Est-ce que je veux en venir là où je veux venir, c'est que on a une vraie responsabilité. Donc le métavers, je ne dis pas que c'est pas bien dans sa globalité. Je dis juste qu'on a une vraie responsabilité en tant qu'acteur et grand groupe, que ce soit le Printemps, que ce soit d'autres, sur les conséquences de ce métaverse par rapport aux plus jeunes populations. Et ça, je pèse vraiment mes mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire du business, c'est bien. Maintenant, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vont de plus en plus être dans des mondes virtuels, qui vont avoir une perte de confiance en soi, et toutes les études le montrent. Il y a une vraie perte de confiance en soi sur les plus jeunes populations, voire des suicides. Donc parce qu'on va être tout le temps dans des mondes virtuels, et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Pardon, j'ai plombé un peu l'ambiance, mais c'est... Patrice 100% d'accord avec toi. Ouais. Et qui est-ce qui dit tout à l'heure qu'il fallait être positif et optimiste? Toujours. Bah ouais, Ah non, bon, mais il ça me a raison. rassure. Il a raison. Et d'ailleurs, quand il disait tout à l'heure Jean-Michel Jarre, le métaverse de Jean-Michel Jarre marchait comme ça, en fait, c'est pas le métaverse, c'est Jean-Michel Jarre. Hein. Le vrai de vrai, on est d'accord. Voilà. Parce que maintenant, on peut faire des choses vachement précises. Non, mais je vous trouve un peu d'arrière-garde. Jean-Michel, on t'aime. Et puis, si jamais il est pas bien Priorité à habillé, il ira l'innovation. s'habiller au printemps. Oui, c'est ça. Bien, merci. Brumel. Olivier, alors, on va maintenant accueillir un moment de douceur. Hein, dans ce monde de brut, j'aimerais qu'on accueille Céline Chambaudry sur scène. Alors Énergie, tout le monde connaît, hein, c'est la radio des jeunes. Années 80, Baudecroux qui a installé des antennes sur les toits en totale illégalité. Et c'est devenu une institution aujourd'hui, c'est ça? Oui, quelle aventure, effectivement, Jean-Paul, visionnaire, qui bouleverse complètement le paysage radio, hein, puisqu'il fait partie de ceux qui ont amené des radios privées à voir le jour dans les années 80. Et on a fêté nos 41 ans. Donc voilà, une aventure absolument incroyable. Alors Énergie, c'est des gros événements, hein, c'est énorme. Producteur d'événements, c'est l'Energy Music Awards. Un truc énorme. En fait, ça part d'une vision toujours de Jean-Paul. Jean-Paul, en radio, il disait on va donner des programmes gratuitement à nos auditeurs. Oui. Et en fait, après, il avait envie que ces publics-là, on puisse les retrouver dans le monde réel et qu'on puisse leur faire partager des événements qu'ils n'auraient pas forcément l'occasion de voir par eux-mêmes. Et donc, on a créé ces événements pratiquement à l'origine de la radio, avec la volonté d'en faire des événements gratuits. Donc, effectivement, dans ces événements, il y a l'Energy Music Awards, que je vous invite à regarder à la télé ce vendredi. C'est l'événement pour nous. Ils auront lieu à l'Arena Non, alors cette fois-ci, c'est à Cannes. Alors, on aime beaucoup l'Arena, mais là, nous allons à Cannes, au Palais des Festivals. Voilà, c'est un moment très glamour. Tapis rouge, les stars de la musique française et internationale qui sont là. Le budget d'un événement comme ça, c'est combien? Alors, c'est un budget qui est calculé au plus proche. On est Ils ont du mal à parler d'argent, hein. Patrice, ça part toi. Alors, il faut dire les choses, mais elle est très bien, Célie. Continue. Je l'encourage. Bon, alors, c'est un événement qu'on cherche à chaque fois à autofinancer. C'est aussi un principe, c'est que... Baudecroux, il compte ses sous. Hein. Ah, mais oui, mais c'est le secret d'une société bien gérée. Alors, donc le principe, il est qu'on emmène des auditeurs. Donc, on invite des auditeurs de partout en France. Vous pouvez jouer et gagner des places. On vous embarque à Cannes et vous pouvez assister à l'événement en direct, sachant qu'il est retransmis en parallèle sur TF1. Donc voilà, et donc l'événement, nous, au niveau de Énergie Globale, on va le financer avec des partenaires. Énergie Globale, c'est en fait la régie publicitaire de Énergie
qui est devenue une sorte d'agence de com et qui propose aux annonceurs de profiter de l'audience d'énergie pour faire des coups médias, des événements, etc. C'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Oui. En fait, on est une agence qui travaille avec les agences, nous, Oui. beaucoup, et les annonceurs. Parce que j'ai des agences dans la salle, ça doit, Oui, c'est alors, de la je- concurrence je- déloyale, je- ça, non? Non, c'est très bien. On a besoin de médias pour exister aussi, donc c'est parfait. Voilà, on travaille ensemble. Nous, on travaille avec les annonceurs, les agences. Et l'idée, effectivement, c'est de faire profiter un annonceur de nos bassins d'auditeurs et de faire les associer au rayonnement de l'événement. Donc là, par exemple, sur les Energy Music Awards, on va associer, par exemple, la voiture officielle, c'est Toyota. Donc Toyota va être avec nous et puis on va faire des events avec eux parce que l'idée c'est d'arriver, on va reprendre le mot d'expérience, le mot aussi d'humain, d'émotion, c'est de créer quelque chose qui vienne créer une émotion avec une marque. Donc en fait, à l'intérieur de l'événement, on va avoir plein de mini-événements qu'on va faire rayonner ensuite sur nos antennes, sur les réseaux sociaux et du coup, effectivement, la marque elle va pouvoir s'exprimer aussi. Alors Magali se sont inspirés du marketing sportif, c'est un peu la même chose. Mais non, mais moi, j'ose plus rien dire là-dessus. Mais évidemment, mais tout ça fonctionne parce qu'il y a des partenaires qui oui. veulent bien. Alors il y a des partenaires, ils en ont plein. Sephora qui a mis en place un salon de beauté, c'est ça Alors Sephora nous fournit le salon de beauté parce que donc Toyota fournit les bagnoles. Fournit les bagnoles. Alors attention, Sephora, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que Sephora, il nous finance aussi la Glam Cam. La Glam Cam, vous savez, c'est l'espèce de super caméra qui suit les artistes qui étaient présentes au César. Donc, ça nous permet de récupérer plein de contenus vidéo et Sephora va l'utiliser pour le faire rayonner justement sur les réseaux sociaux. Et même à Flelou. Et même à Flelou. Il a mis des lunettes sur les influenceurs, c'est ça? Exactement. Et Pourtant, sur Flelou, c'est Koé, quand même- alors on fait... Ah ouais, mais ils adorent. Afflelou, c'est un partenaire très fidèle des Energy Music Awards. Oui, vous êtes chez Afflelou. Pardon, c'est quoi la question? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, Afflelou, il voulait rajeunir sa marque en faisant ça. Oui, c'est ça. Et puis l'idée, c'est de s'associer à un univers aussi glamour, de stars, et puis de valoriser une gamme de leurs lunettes, en fait, tout simplement. Donc c'est intéressant comme expérience, énergie. C'est de l'événementiel aussi. Les marques s'impliquent dans ce genre de grands shows. C'est pas sans risque non plus. Non, mais ce qui est intéressant, c'est on a beaucoup parlé partenaires, sponsoring, argent, mais il n'y a pas que ça. Je crois que c'est du sens tout ça. Ce que tu fais et ce qu'on essaie nous aussi de faire, c'est on arrête de mettre des logos de partenaires, mais on essaye de se faire rencontrer des partenaires avec, en l'occurrence là, des auditeurs. Nous, c'est plutôt des spectateurs, et de faire vivre la marque un peu différemment vis-à-vis de ses publics. Et je crois que c'est un peu ça aussi l'avenir du sponsoring. C'est d'arrêter de faire de la publicité pour plutôt faire de l'expérience. Et c'est là où l'événementiel a un vrai rôle à jouer. C'est que ce que nous demandent les partenaires aujourd'hui, c'est d'avoir de plus en plus d'idées pour que leur marque puisse être en contact de spectateurs, mais de manière différente et représentant leur ADN. Alors, ils ne demandent pas que des idées, ils demandent aussi que c'est du sens, que ça soit responsable, sociétal. Ça, c'est nouveau, ça, comme contrainte. Alors, totalement d'accord. Effectivement, l'époque, on mettait des logos et hop, ça roulait. C'est absolument terminé. C'est-à-dire que là, maintenant, chaque partenariat, c'est vraiment un travail qui est fait vraiment main dans la main avec l'annonceur, avec son agence quand il en a une. Et l'idée, c'est autour du sujet, de la problématique qu'il a envie de mettre en avant, de co-construire ensemble une expérience qui fasse sens. Et effectivement, on est très vigilant sur tout ce qui est, on va dire, RSE au sens large. Patrice, c'est intéressant ces expériences, qu'on se rend compte qu'il y a plein d'opportunités à saisir un peu partout, mais il faut rentrer dans la culture du média, de l'événementiel, il faut que l'action que les marques vont faire sur ces événements, elle ait du sens aujourd'hui. Tu parles de l'humain, bien entendu, donc il faut que les marques contrôlent ça, en fait. En fait, il faut donner beaucoup de sens pour donner envie. Et surtout, il faut avoir une vision. Ce que j'appelle souvent un point GPS loin. Et j'oublierai jamais, un homme qui s'appelle Jean-Paul Bottecroux, qui un jour m'a donné ma chance à Bordeaux quand il lançait cette fameuse panthère noire avec Max Guazzini. Quand il lançait seul. Ils avaient ce point loin, ils ont réussi. Et on était 3 jeunes, tu vois.
Et cet homme-là, je l'oublierai jamais, comme j'oublierai jamais celui qui m'a donné ma deuxième chance à Canal+, qui s'appelait Coluche. Ces gens-là, il faut jamais les oublier. Et quand ils sont critiqués, quand on parle des oursins dans les poches, les cils, tout ça, quand vous connaissez vraiment ces gens-là, c'est pas ça du tout. C'est des gens qui ont un cœur énorme. On en parlait encore tout à l'heure. Allez, Olivier et Magali, on va conclure. Alors c'est vrai que les marques et les retailers ont souvent beaucoup de choses à dire, donc merci d'être notre terrain d'expression. Magali? Non, effectivement, sur cet aspect engagement RSE, dans le sport, tout aujourd'hui, le moindre partenaire du sport a bien sûr un engagement sociétal et donne du sens à son partenariat. Il y a des exemples, je reprends encore l'exemple d'Orange, pour moi c'est un super exemple, c'est-à-dire que le sport leur permet de vraiment mettre en avant leur raison d'être sur d'entreprise, en particulier sur le numérique responsable, et les partenariats qu'ils ont dans le foot et dans le rugby permet d'aller sensibiliser les jeunes sur ce sujet. Madame, alors, vous êtes Covea, parmi les marques. Oui. Il y a GMF qui est un formidable partenaire du rugby et qui a fait toute une opération sur une chasuble aussi. Peut-être que vous pourrez en parler tout à l'heure. Alors justement, on a Orange là sous la main. Bonjour madame, tenez, prenez un petit micro. Je sais que vous vouliez être discrète. C'est trop tard, c'est foutu. C'est trop tard. Merci, oui, tout à fait. Alors, pour une marque comme Orange, notre intérêt, il n'est plus de travailler la notoriété, en tout cas en France, j'ai envie de le dire. Il est bien sûr de travailler ce qu'on nomme la brand love, malgré tout, mais d'avoir une vraie relation one-to-one avec nos clients basés en France. Et les actions de sponsoring qu'on porte, que ce soit dans le milieu du sport, ça va venir aussi driver la raison d'être d'Orange. On a beaucoup parlé pour les grands groupes, et c'est vrai que c'est majeur. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, il y a des vrais enjeux business, c'est-à-dire qu'on en parle. Il y a bien sûr l'action de sponsoring qui porte les valeurs d'un groupe, mais il y a tout le business additionnel qu'on souhaite faire autour de ces actions de sponsoring qui sont réelles. On est sur un marché, on le sait, que ce soit une TPE, un grand groupe, le marché est compliqué. Et je pense que c'est intéressant, peut-être dans un prochain live, d'évoquer les enjeux des marchés aussi du sport, on en parlait, qui vont être majeurs avec le rugby, avec les JO. Et je pense que très clairement, on a parlé de France Relance. Pour moi, je pense que c'est une action majeure de la part du gouvernement aussi, d'aider les entreprises françaises à redémarrer après 2 ans de Covid dans l'événementiel. Et on doit avoir une place sur ces marchés où on est face à beaucoup de concurrents étrangers, que ce soit les Américains, les Chinois, ce qui est très bien. Mais voilà, on a des vrais enjeux avec la direction des achats. Je me tourne vers Madame, côté Covea. Et des enjeux aussi des pouvoirs publics qui doivent nous aider, nous, les marques, les entreprises françaises, à avoir une vraie place sur des projets majeurs comme ces 2 grands événements sportifs. J'aimerais qu'on applaudisse notre intervenante imprévue d'Orange. Allez, on va terminer. Les plus gros annonceurs dans l'événementiel, dans la pub, le sponsoring, souvent, mais on parle des constructeurs automobiles. J'en ai un sous la main là tout à l'heure. Et puis, nous avons les banques et nous avons les assurances. Eh bien, on va conclure avec Sylvie Noël qui, en plus, prépare un appel d'offres, figurez-vous, dans le monde de l'événementiel. Donc, on applaudit Sylvie Noël. Covea. Donc Magali va s'installer à côté de son copain Patrice. Je sais qu'ils ont plein de choses à se dire. Alors Sylvie Noël, merci d'avoir répondu à ma sollicitation, à mon invitation, parce que c'est pas évident, une direction des achats, venir dans ce monde de l'événementiel. Comment tu le vois, ce monde de l'événementiel, justement, en tant que directrice achat d'un grand groupe qui pèse 20 milliards d'euros? Alors, moi, ça m'intéresse surtout beaucoup parce qu'il y a une vraie incompréhension du métier des achats. Ouais. Et on parlait tout à l'heure, justement, avec Énergie. Et je pense que si tout le monde connaissait véritablement le rôle et les responsabilités des achats, on travaillerait tous beaucoup mieux ensemble. Donc ça veut dire quoi, les achats ne savent pas communiquer? Alors peut-être, moi je balaye devant ma porte, on essaye de communiquer, mais moi ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on achète tous dans notre vie quotidienne. Tout le monde va acheter tous les jours quelque chose, un minima, une baguette ou autre chose. Puis quand vous achetez, je donne un exemple extrêmement simple, un canapé, vous gagnez 30%, vous êtes super content. On l'a tous vécu, au bémol près que moi je vais vous poser 2-3 questions. Et c'est de la différence entre quelqu'un dont c'est le métier d'acheter et quelqu'un qui ne sait pas acheter. Alors, Covea, c'est le regroupement de 3 grandes marques, tout le monde connaît. MMA, la MAF, GMF. Regardez cette première pub, je ne peux pas m'en priver.
C'est MMA. On regarde. Interruption spéciale. Oui, cette jeune retraitée doit se faire opérer du genou. Françoise, sans la mutuelle de votre entreprise, vous allez être beaucoup moins bien couverte. Au contraire, j'ai choisi les facilités santé MMA. Je serai très bien accompagnée. Pendant mon hospitalisation, j'aurai droit à une chambre individuelle. Enfin, après, plus rien. Si, ils vont m'aider à trouver une infirmière à domicile. Voilà, retraite zéro tracas. Oui, zéro blabla. Envoyez la pub. 15% de réduction pour la souscription d'un contrat santé. Donc c'est une des pubs du groupe Covea. Oui, c'est une des trois, oui, effectivement. Une des trois. Comment ça s'achète, ça, les agences de pub? C'est ton périmètre? Ce qu'on dit souvent, c'est le DIRCOM qui fait sa cuisine dans son coin. Alors, et puis... ça a été pendant longtemps, mais non, on travaille effectivement aujourd'hui avec la direction de la communication et on achète aussi avec eux les plans médias. Oui. Mhm. C'est-à-dire, vous allez regarder comment il produit son film, Ah non. qu'il Alors, utilise. chacun a ses responsabilités. Les achats ne sont pas supposés être experts, hein, et moi je ne demande surtout pas à mes équipes d'être experts. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir challenger un certain nombre de choses, de pouvoir s'assurer que les livrables vont bien être mis, que l'on va être dans le bon tempo. Chacun doit, en fin de compte, les achats, c'est travailler ensemble. Oui. Et on parlait tout à l'heure d'humain. Pour moi, c'est véritablement la clé. C'est apprendre à se connaître. Et surtout, pour moi, les achats, c'est être au service du business. Alors, deuxième pub que j'aime bien, là, c'est la MAF. Mon assurance. C'est MAF. Ma préférence. C'est MAF. Mon assurance. C'est MAF. Ma préférence. C'est MAF. Mon assurance. C'est MAF. Ma préférence. C'est MAF. Moi je préfère. On s'amuse bien Oui, dans je les assurances. Je préfère la MAF. Gros impact. Il paraît que c'est des pubs qui sont vraiment plébiscitées par les Français. Alors, Non je pense qu'on aime ou on n'aime pas. La différence, c'est que tout le monde les connaît. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est certain. Alors, il y a eu on l'a pas retrouvée parce qu'elle a été de mauvaise qualité. Il y a eu la MAF, c'est celle que la Watt, hein, cette chanson là des années 80. Oui. Et là, il y a eu un conflit juridique avec les Tout à auteurs. fait. Et donc, Oui, les directions achats n'ont pas pu détecter le truc. Alors, à ce moment-là, les directions achats n'étaient pas dedans, Monsieur Dumas. Oui. Sinon. Sinon, je pense que déjà, on aurait peut-être un peu plus verrouillé les choses et pour éviter justement au business d'avoir des problèmes. Les appels d'offres, en général, j'ai quelques patrons d'agences sous la main, sont critiqués parce qu'ils estiment que les directions achats ne savent pas acheter l'événementiel. Est-ce que tu partages ce... Alors déjà, j'ose espérer pour vous, dans ce cas-là, il faut changer les interlocuteurs, c'est que normalement, vous ne devez pas jamais avoir une direction achat seule en face de vous, messieurs, dames, des agences. Oui. Moi, je ne suis jamais seule dans aucun appel d'offres. Je vais toujours avoir une direction métier, elle a l'expertise, et moi, je vais apporter toutes mes connaissances achats. Nicolas Dupeux. Alors, moi, il y a quelques années... J'étais dans une agence. J'étais dans une agence et aujourd'hui, je suis gestionnaire de site. Je pense qu'au fond, le problème, ce n'est pas la direction des achats, c'est l'intégration de la direction des achats dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a deux choses malheureuses, enfin, je le dis franchement, qui sont quand même compliquées. Petit 1, c'est quand il n'y a que des acheteurs en face de soi et qui regardent que par le prisme financier sans regarder l'idée et le concept. Oui. Non. Et 2, c'est effectivement de temps en temps de challenger des choses sans avoir une relation avec des communicants ou des directions. Et malheureusement, non, c'est pas fini. Nous, on le voit encore aujourd'hui. Quand on travaille avec des partenaires, quand on travaille avec des marques, on développe des projets et derrière arrivent trop tard les acheteurs qui ne sont pas forcément au courant, qui arrivent avec des choses. Et donc, je ne critique pas les achats, je critique les entreprises qui n'intègrent pas les achats au départ ou qui donnent un rôle aux achats qui n'est pas celui que vous décrivez, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être prescripteurs. Tu as été un peu long, mais on sent que c'est quelque chose qui t'a fait souffrir. Alors moi, je comprends parfaitement... Je crois que je ne suis pas tout seul dans la salle. Enfin, oui. Mais moi, je comprends parfaitement votre position. Parce on est là pour co-construire ensemble. Hein. Alors, contrairement à beaucoup de personnes, j'étais de l'autre côté de la barrière. Oui. J'ai été commercial, donc j'ai été confronté aux achats. Donc moi, je sais de quoi je parle et donc je sais où sont les écueils. C'est peut-être pour ça que je raisonne différemment. Sibène, tu es prêt à payer le prix, toi, pour une innovation, une création? Oui, toujours, oui. Évidemment. Oui. Évidemment. On sait ce que ça rapporte. Oui. Dans une boîte comme la nôtre ou dans une boîte en général, l'innovation, c'est au cœur du système. Oui. C'est le sujet. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'on arrête d'emmerder les gens qui créent.
Oui. C'est-à-dire, les petites agences, c'est insupportable maintenant. On leur demande des papiers, des dossiers, des chiffres. Les gens n'arrivent plus à travailler, ils ne peuvent plus s'occuper de leurs clients qu'ils ont déjà. Donc il faut arrêter les conneries. C'est-à-dire que quand vous avez... Je suis désolé. Hein. Ah, mais moi, j'ai pas de problème. Hein, D'accord. finalement. Toi non plus? C'est au-dessus de 5000 que ça commence à devenir compliqué. En dessous, tu passes. Je sens que ça lui est resté en train de la gorge. Alors, je te garde. Alors, je voudrais juste réagir si vous en êtes d'accord. Ouais, vas-y. Moi, je suis. Non, ils nous font chier, les gens des achats. Alors. Voilà, en d'autres mots. Pourquoi Alors, moi, j'ai aucun. Voilà. Alors, moi, j'ai aucun problème, mais si ce n'est que je pense que vous avez une vraie méconnaissance d'un sujet, Ouais. c'est que moi, ce qu'on vous considérez comme étant emmerdant, ce sur quoi j'adhère à 100%, moi, ce n'est pas les achats à proprement parler, je n'en ai pas besoin pour acheter. Et là, il y a un vrai problème de fond. C'est qu'en fin de compte, moi, dans la politique achat que je porte, il y a la conformité, le contrôle interne, etc., qui vont me demander les documents qu'on vous demande. Oui. Et du coup, effectivement, celle qui passe pour une emmerdeuse, c'est moi. Je suis complètement d'accord. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand on vous demande les documents, des documents obligatoires, les documents légaux, c'est pas moi, personnellement, dans mon acte d'achat, je n'en ai pas du tout besoin, mais pas du tout. Si ce n'est que c'est du pénal et que les entreprises... Les grands groupes ne peuvent pas prendre de risques. Ah non, non, mais c'est pas que les grands groupes... Travailler avec des ETI. Mais on travaille avec des ETI et justement, on essaie d'aménager les choses. Le problème, c'est que là, pour le coup, et moi, je suis pourtant très impliquée dans énormément de choses, et je suis beaucoup dans la création d'entreprises, et même dans l'association où on travaille, on fait beaucoup de choses autour des startups. On est au 7e événement qu'on va encore faire au mois de décembre. On favorise et on les aide, et on n'a aucun problème par rapport à ça. Le problème, c'est que ces contraintes-là nous sont imposées par des tiers. Et nous, on le porte. Ah bah oui, mais nous, on doit le porter. C'est comme quand on dit les achats disent non, mais moi, je dis non à rien du tout. C'est pas mon budget. Moi, je porte pas de budget. Je vais acheter pour mes directions communication, mes directions marketing. Par contre, oui, je vais avoir le mauvais rôle de dire à une agence, bah non, madame, vous êtes pas retenue. Ou non, vous êtes trop cher. Mais c'est vrai que moi, je connais bien les achats. Hein, je peux dire, je fais le trophée des achats chaque année. Ils sont dans des contraintes très compliquées de réglementation, qu'on nous impose. Hein. Moi, j'en ai pas besoin pour acheter, encore une fois. Alors, Cédric, qui est une start-up, lui, donc fondateur d'une start-up, c'est difficile de travailler dans un grand groupe quand on n'est pas très solvable, en fait. Hein, c'est le problème. On est solvable, donc il n'y a pas de problème. En fait, moi, j'étais en agence. Hein, je travaillais chez Egg pendant 5 ans avec mes camarades là-bas. J'étais directeur commercial du groupe. J'ai travaillé avec Nicolas aussi, où j'étais patron du développement de Disney sur la partie event. Donc, j'ai travaillé avec des achats toute ma vie. J'ai la chance d'avoir une femme qui est responsable achat d'un groupe. Donc, ça me permet de... Groupe Densu. Voilà. Une agence de pub. Notamment qui achète du voyage, de l'événementiel, des choses comme ça. Donc pour une start-up, je reviens à ce que disait Salem. Ouais, Siben. T'as Salim. Si on apporte de l'innovation, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Ouais. Nous, on avait 6 mois d'existence et on a inventé un concept que vous avez sans doute tous utilisé pendant le Covid, mais vous ne savez pas que c'est notre start-up qui l'a inventé. C'était le principe d'association du pass sanitaire avec une billetterie, et on avait gagné le marché de la SNCF. Donc voilà, donc on a fait une infrastructure pour 200 millions de billets. Et donc la SNCF t'a payé. La SNCF nous a payé, alors qu'on n'était pas référencé. Alors c'est vrai que les achats ont parfois été un petit peu embêtants au départ, parce que on arrive start-up qui a 6 mois d'existence, et quand c'est le président de la SNCF qui dit on travaillera avec eux, on travaille avec eux. Alors je vous rassure, hein, moi chez Covea, on ne référence pas. Donc ça n'existe pas partout, le référencement. Et alors, moi, j'ai une question, parce que je suis sidérée qu'on ait pu vous autoriser donc, le lien entre le billet et le pass sanitaire. Tu te souviens, Nicolas, comment on a galéré là-dessus pendant le Oui, on a travaillé avec la CNIL, avec la Direction Générale de la Santé, et on a apporté toutes les garanties, voire même au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Donc on était la seule, et on est toujours d'ailleurs, enfin, même si c'est en stand-by, la seule application en dehors de tous anti-Covid qui permettait d'avoir ces autorisations. Eric. Oui, ce qui est amusant, c'est que j'ai commencé... Donc toi, tu es patron d'une start-up aussi? Oui, une start-up, mais j'ai commencé ma carrière au printemps, donc je suis content de voir des personnes qui m'ont succédé. On travaille pour Orange, donc qui est là. On vient de travailler pour Planète Sushi. Et Covea.
EcoVH chez MMA et on a travaillé. C'est partout, quoi. Avec, partout. Presque partout, pas partout, mais on a travaillé avec Patrice et la BPI. Le souci qu'on a, et ce que disait monsieur au niveau des achats, c'est qu'on gagne la compète avec une superbe idée. On travaille pendant 2-3 mois avec les commerciaux, avec le marketing, la direction de la communication. Et les achats arrivent vraiment en fin de course. Et là, on est obligé de dire, bah voilà, à un moment donné, on ne peut plus. Et puis, ils vont réinterroger une agence. Ça nous est déjà arrivé. Au bout de 3 mois, on a fait tout le travail en amont. Alors après, il nous dédommage, mais on perd la compète parce qu'il nous manquait 10 000 €. Mais à un moment donné, on dit, on ne peut plus, quoi. Et alors ça arrive bien après, quoi. C'est dommage. Je ne peux qu'adhérer à 1000% à ce que vous dites, hein, mais la responsabilité, pas du tout pour me dédouaner, c'est qu'il faut que les directions métiers pensent à mettre les achats en amont. Ce qui n'est pas toujours le cas. J'expliquais tout à l'heure à madame des choses extrêmement simples, c'est que les contraintes qui nous sont imposées, qu'on va vous demander, qu'encore une fois, moi personnellement, je répète, je n'en ai pas besoin pour acheter. Par contre, on va nous demander, nous, de les avoir. Donc si on arrive trop tard, sans parler même d'aspect financier, vous pouvez être bloqué parce que vous ne répondez pas aux exigences informatiques ou d'autres sujets. C'est très frustrant parce que vous perdez, très frustrant parce que le métier ne peut pas faire. Il y a une perte de temps, une perte d'argent, une perte d'énergie. Donc moi, je suis archi contre et mon pain quotidien, c'est me battre pour qu'on travaille en amont. Vous voyez, moi, ce qui est amusant, c'est comme j'ai plusieurs structures, c'est une de mes autres structures qui arrive à gagner en fin de course, quoi. Ouais. Donc voilà, mais c'est parfois très compliqué. Donc c'est un parcours du combattant, quoi. Voilà, exactement. Donc Patrice Béguet, est-ce que tu n'es pas un peu responsable, finalement, de tout ce qui arrive là? Non, je déconne. Ah ouais. Non, mais... Moi, je suis d'accord. Parce que, en fait, les patrons de PME, ils ne savent pas travailler avec les grands groupes. Alors, donc il faut que dans tes événements, ils soient formés, les gars, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? La base du Big, c'est de permettre à des petites boîtes, à des PME, à des TPE de rencontrer des grands groupes. Oui. C'est une force extraordinaire. Tu connais Salim, oui. Hein, donc c'est une force extraordinaire. Donc venez chez nous. Ouais, mais Sylvie, ils savent pas remplir des cahiers des charges. Non, mais là, moi, je vous rassure, nous, on travaille avec BPI, on a plein de groupes de travail. Mais bien sûr, bien sûr. On est déjà extrêmement actifs au quotidien avec BPI. BPI intervient sur notre réunion des startups le 14 décembre. Donc tout va bien alors pour toi? Ah non, il y a énormément de choses encore à faire. Il y a plein. Il y a plein de choses à faire. Parce qu'on crève un peu de ça en France. Adapter, non, attends, il faut adapter ces questions-là, j'allais dire réglementaires, à la taille des boîtes. Exactement. Oui, mais là, le problème, c'est que le règlement... je vais y travailler. Le vrai quoi? Le travail ce soir, donc je le prends ce soir et je n'irai pas un dîner mondain ce soir. Le problème, c'est que ce réglementaire-là nous est imposé par le gouvernement. Hein. Quand vous parlez documents légaux au-dessus de 5 000 €... Allez. Qu'est-ce que vous avez ce soir? Ils sont tous remontés. C'est 5 000 € de TTC, pour être très précis. Oui, juste. Allez, effectivement, je rebondis sur ce que il va falloir conclure, là, il faut que je rende l'antenne. Je rebondis juste sur ce que dit Patrice. Je pense qu'il faut. En fait, la clé, c'est vraiment en fonction de la taille du projet, de la taille de la société. Moi, je me mets des deux côtés. Hein. Quand j'étais notamment chez Google, je gérais en tant que directeur marketing des dizaines de millions de budget. Et là, j'étais hyper content d'avoir la dame des achats avec moi. Parce que la dame ou l'équipe achat. Parce qu'effectivement, sur des gros appels d'offres, le business n'a pas le temps et la compétence de gérer ces gros montants. Donc c'est normal d'avoir une équipe achat qui verrouille. Et ça, c'est top. De l'autre côté, quand je me retrouve start-up ou ETI ou du côté de Patrice, c'est juste casse-pied d'avoir à remplir 50 000 papiers. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir quelque chose qui soit adapté en fonction de la taille de l'entreprise et de la taille du projet et qui n'est pas 50 000. Parce qu'effectivement, ça tue la créativité. Alors dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des actions au niveau gouvernemental pour modifier la réglementation. Parce que là, ce dont je vous parle, c'est purement réglementaire. Je sais. Ouais. C'est bien le problème. Alors, c'était pas dirigé contre vous. Alors, Katie veut pousser un coup de gueule. Elle n'est pas d'Orange, elle est d'Orange Business Services. Je veux juste poser une question qui pourra être peut-être un débat pour un prochain événement. Il y a eu la microéconomie, il y a aussi le micro-event. Et on a tous une problématique qui est de réenchanter nos bureaux et de faire revenir les gens au bureau. Faire revenir ou pas, ou en tout cas les moments où ils y sont, que ce soit de bons moments. Est-ce qu'aujourd'hui le milieu de l'event s'intéresse à ça et est capable d'apporter des réponses sur ce réenchanter le bureau? Tu réponds, nous battez pas surtout. Olivier. On leur fait faire du sport, on leur fait faire du sport. Il faut, parce que si tout le monde télétravaille, plus personne ne se connaît, on ne peut pas intégrer les nouvelles générations qui arrivent au bureau, donc c'est indispensable que tout le monde se revoie. Effectivement, réenchantons au bureau. Nous, chez Énergie. Chez Énergie. Tout le monde veut venir bosser chez Énergie.
Ouais, ça se bat beaucoup. Et là, on a pris une appli qui s'appelle Gymlib. Et à l'intérieur de cette appli, on a pu organiser un concours de marche. Je vous raconte ça parce que c'est très sympa. Ça a commencé avec 2-3 équipes d'une dizaine de personnes. On a fini avec une vingtaine d'équipes. Et en fait, on se challenge pendant 6 semaines à marcher. Et c'est les équipes qui font le plus de pas. Et puis avec un certain nombre de choses. Et ça, c'est super sympa parce que voilà, ça crée un petit événement qui recrée de l'humain dans l'entreprise. Allez, on va devoir conclure. Alors Salim, un dernier mot. Je rebondis juste sur ce que vient de dire madame, et c'est intéressant parce que ce soit dans le monde du travail ou même dans l'événementiel plus grand public, on n'a pas parlé de 2 points importants. Un, c'est l'hybridation en fait. Comment on fait quelque chose d'hybride? Et c'est la même chose au bureau, hein, finalement. C'est pas soit tout télétravail ou soit tout en présentiel, c'est un peu des deux. Donc comment on met de l'hybride de plus en plus dans les événements? Et le deuxième point hyper important, mais ce sera pour un autre épisode de ta saga, Marc, c'est, et je crois que c'est la dame d'Orange qui en parlait tout à l'heure, c'était sur la relation one-to-one. Comment on arrive, et là pour le coup, prendre un peu de ce qui se fait en B2B dans le B2C pour aller chercher de la data sur l'individu alors qu'on était sur du one-to-many. Comment on arrive à créer ce lien one-to-one avec des gens dans des événements grand public. Et ça, on peut aujourd'hui, grâce à la technologie, pour le faire. Voilà. Alors, patron d'agence d'Anne-Antoine Blanc-Chapirin, que je connais depuis quelques mois. Non, mais ce que j'entends, c'est que plus il y a de métavers, plus il y a de virtuel, plus il faut de l'événement fort pour recréer le lien. Notre métier, c'est le lien. Dans les magasins, il faut du lien. À la radio, il faut du lien. Dans les salles réceptives, il faut du lien. Et c'est l'événement qui crée ce lien. Même pour le travail aujourd'hui, c'est le lien. Donc, c'est le rôle de l'événement, des agences, de recréer ce lien, le lien fort. Tu n'as pas peur des métavers? Tu dis au contraire, on va inventer des choses qui vont permettre aux gens de garder ce lien. Plus il y a de travail à distance, plus il faut ménager des moments de rencontre et des moments forts. Donc c'est l'opportunité du siècle à venir. Alors, il y a quelqu'un qui se cache derrière. C'est un des plus gros acheteurs de com. Hein, c'est le groupe Renault. Hein, le groupe Renault, c'est quoi? C'est 500-600 millions d'euros d'achat en com à peu près? Non, mélange pas tout, mélange pas le média et les événements et tout ça, non, mélange pas tout. Mais c'est vrai qu'on a des budgets conséquents. Guillaume Brancourt, qui est le patron des achats de prestations intellectuelles, notamment. Donc on a des budgets conséquents, effectivement, en événementiel. Tu comprends un peu le débat qui a eu lieu tout à l'heure, Oui, bien sûr. Pas vraiment. Si. J'entends et je sais que les achats sont souvent pris à partie sur certains sujets. On a le dos rond et ça nous va bien, il n'y a pas de problème. Nous, on est plutôt là facilitateur en général. On a aussi un rôle de facilitateur. Je pense que qu'on parle de lien depuis le début de la soirée. Le lien entre les acheteurs et les équipes de com et les équipes événementielles, etc. est très importante. C'est-à-dire que si nous, en interne, on est très liés avec nos clients internes, il n'y aura pas cette perte au feu et on sera dans les projets dès le début et on les accompagnera. Mais nous, les agences, par exemple, elles nous appellent régulièrement. Oui. Pour les préserver des demandes dans tous les sens, des clients internes qui veulent tout pour gratuit, bien sûr. Donc on est aussi là pour aider les agences à savoir aussi faire valoir leurs droits, à les défendre aussi face aux clients internes. On a aussi ce rôle-là. Madame. Oui. Alors pour compléter, moi il y a un point sur lequel je suis tout à fait en phase avec Nicolas. Uniquement avec Nicolas? Non, mais parce que ça a été le début d'un débat. C'est aussi aux équipes d'intégrer très en amont, moi qui du coup ai sollicité des agences sur des budgets très conséquents. On met en compétition des agences, mais moi les acheteurs, je les mets au début ou même de la création du brief. Et pour le coup, on crée même la grille d'évaluation qui nous permettra d'évaluer en fait la réponse des agences. Donc là, on est dans du factuel sur des budgets conséquents. Après, je rejoins aussi monsieur qui disait que une petite agence ou une petite entreprise, elle arrive à intégrer un marché quand elle a une idée innovante qui vient bousculer finalement des habitudes d'une marque. Et là, elle arrive à accéder à un appel d'offres qu'elle n'aurait peut-être pas gagné si c'était un peu du run. Parce qu'une grosse entreprise, oui, on a l'habitude de travailler avec des Havas, avec des Publicis, des auditoires, des GL, des Egg et compagnie. Ouais. C'est un peu la facilité, hein, travailler avec les gros. Alors moi, je trouve pas du tout, mais j'ai une question pour le public. À votre avis, dans le cadre d'un appel d'offres, qui est-ce qui choisit, les achats ou la direction métier? Est-ce que Arnaud Chouraki, il est là? Arnaud est parti. Excusez-moi. Il était écœuré, il est parti. Moi, j'aimerais bien avoir ma réponse parce que moi, c'est important. Alors, qui veut répondre? Tiens, là, je le sentais très motivé tout à l'heure. Je me souviens toujours le directeur de la communication de la Banque Postale, il m'avait dit, imaginez que l'agence, je vais la voir tous les jours. Et il faut que je sois en accord avec elle et tous les matins.
Et quels que soient les achats qui sont derrière, il me dit, moi, c'est la priorité, c'est moi. Donc, il faut une agence qui me donne envie de me lever tous les jours, quoi. Alors, les achats intervenaient, quoi, mais c'était lui qui avait le dernier mot, en tout cas. Ouais. Alors moi, je vais être extrêmement clair. Les directions métiers ont le pouvoir. Donc, direction métier, tu parles de la direction com, direction marketing. La direction com, la direction marketing, la direction les achats vont faire un dossier. On va travailler sur une grille de dépouillement ensemble. On va factualiser les éléments. Je n'ai aucun pouvoir de décision. Alors, tu es en train de préparer un appel d'offres. Tu peux nous en dire Non, pas du tout. Non, pas du tout. On m'a dit si. Ah, mais c'est des mauvaises informations, monsieur Dumas. Que tu es en train de préparer, non? D'abord, on ne prépare pas un appel d'offres sur l'événementiel. Soit on des référencements? Alors, je ne fais pas de référencement, oui. Justement. Donc, c'est pourquoi c'est une fausse info, là. Ah ben moi, c'est pas moi qui l'ai donné. D'accord. Bien, en tout cas, ça arrive, hein, parfois, des fake news. Voilà. En tout cas, on fait un événement, regardez à l'image, c'est en juin. On va réunir pour la première fois, regardez. En haut, vous avez le directeur achat et en bas, vous avez le DIRCOM. Donc, on va réunir les deux populations à Deauville, acheteurs et DIRCOM, direction marketing, et prestataires de l'événement et de la communication pour phosphorer, pour créer justement un monde meilleur, un monde plus créatif. Donc voilà, c'est un format qu'on développe dans d'autres secteurs. C'est le 6 et 7 juin 2023. J'aimerais qu'on applaudisse tous nos intervenants. Sylvie Noël, Patrice Béguet, Nicolas Dupeux, Olivier, etc. Et donc je vous invite, alors prochain rendez-vous, il y aura pas de live, mais il y a la nuit de l'événementiel, c'est au Théâtre Mogador. C'est le lundi 13 février. On a un grand oral qui aura lieu en janvier. On aura près d'une centaine de candidats dans 4 catégories. Regardez, donc les marques sont les bienvenues, hein. Première catégorie, c'est les marques les plus événementielles. Donc allez-y, hein, les Coca, les BPI et compagnie. Deuxième catégorie, c'est les villes et territoires. On n'en a pas assez parlé ce soir. On rattrapera le choc. Les villes sont extrêmement innovantes. Troisième catégorie, c'est les agences et les organisateurs d'événements. D'accord. Et quatrième catégorie, c'est tous les prestataires innovants, des effets spéciaux en passant par les traiteurs, etc. Un jury de dingue. Donc l'objectif que nous avons, c'est de monter l'événementiel très haut dans le ciel. Donc on n'a pas le président de Covea, mais peut-être qu'on va grâce à toi Sylvie, on va le faire venir. En tout cas, on a son concurrent, AEMA Group, Massif, Aesio, Mutuel, Abeille qui sera là. Ils font beaucoup d'événements. Président du groupe Orpi. Les deux restaurateurs, alors ça, la restauration rapide, on va bien se marrer parce qu'ils se tirent la bourre. Et ils font beaucoup d'événements justement pour passer l'un au-dessus de l'autre. On a aussi des grandes marques, hein, Groupe Etam, Laurent Melchior qui était sur ce plateau il y a quelques mois, qui est le coprésident du Groupe Etam. C'est 1000 points de vente dans le monde, hein, c'est quand même énorme. Et puis Ralph Lauren, tout le monde connaît. Des professionnels du secteur. Unimev, le président de tous les métiers de l'événement, et puis Richard Attias, qui est un vieux copain. Alors, je ne sais pas s'il viendra avec sa femme ou pas, en tout cas il m'a dit qu'il me ferait la surprise. Ils étaient là à votre place le mois dernier, donc ils nous ont confirmé leur présence, le patron de Carrefour France, le patron de Don't Call Jennifer et Célio. Nous avons aussi donc des femmes, hein, on essaie de trouver la parité, mais c'est pas facile. Donc Marie et Anne Robert de Sony Music France, le monde de la musique est très proche de l'événementiel. Le patron du groupe Rocher, donc entreprise à mission, beaucoup d'événements, je dirais, équitables qu'ils organisent. Il était là aussi le patron de tous les événements qui vont avoir lieu autour de Paris 2024, notamment autour de la Seine. On n'a pas parlé de sécurité avec Pascal, mais c'est un vrai sujet sur les événements, donc ce sera un sujet qu'on abordera avec lui. Media One, qui est un groupe de médias. Et puis ils étaient là ce soir, on va encore les applaudir. Olivier Schaeffer et Cécile Chambaudry. Merci à tous. Longue vie à l'événementiel, le champagne coule à flot. Et merci pour votre participation. Bonne soirée.